Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Encore ravi de vous recevoir dans ce spectacle qui est le boudoir d'Hypatie. Je dis spectacle parce que c'est un média particulier, YouTube, et puis on a l'habitude de recevoir sur ce média beaucoup de personnes qui vont nous parler de leur passion, de leur sacerdoce. Et en parlant de sacerdoce, ce soir, on va recevoir quelqu'un qui a fait, non pas de sa profession, parce que je crois que ce n'est pas sa profession, mais en tout cas, il a fait un sacerdoce d'un thème qui nous intéresse toutes et tous, parce qu'on est tous concernés. Il s'agit des rêves. Quelqu'un qui va nous aider à analyser nos rêves, à interpréter nos rêves. Parce que, a priori, de ce que j'ai compris, même les personnes qui se souviennent pas de leurs rêves sont censées rêver. Dans une partie du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, c'est celui qui utilise, moi j'avais étudié ça en éthologie, c'est le sommeil qui utilise le plus de sucre pour faire fabriquer des images au cerveau. C'est dans ce sommeil-là qu'on apprend le mieux, qu'on se souvient des choses que l'on a apprises la veille, etc. Et c'est sans doute aussi dans ce sommeil que notre cerveau va interpréter, analyser les images de la veille, de l'avant-veille ou de l'histoire ou du futur. Notre cerveau va essayer de fabriquer des histoires. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça marche. En tout cas, ce soir, on va accueillir quelqu'un qui va nous en parler. Il s'agit de quelqu'un qui fait de l'analyse jungienne, du nom de son, on va dire, de son inventeur, peut-être pas, parce que l'analyse des rêves, a priori, ça a été inventé bien. Enfin, on parle de l'analyse des rêves depuis l'Antiquité, en réalité. J'ai eu l'occasion de voir il n'y a pas si longtemps que ça un conte qui date du XVIe ou XVIIe siècle, qui s'appelle le songe de Philophile, par exemple. Les rêves, on en parle depuis la nuit des temps, mais quelqu'un qui en a fait une science, qui en a fait une médecine, je crois qu'on peut mettre au piédestal monsieur Carl Gustav Jung. Et pour nous parler de tout ça, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une personne qu'on a sur la région bordelaise, on a de la chance, il se trouve vers Pessac, me semble-t-il, monsieur Patrice Feugas. Bonsoir. Bonsoir Eric. Est-ce que j'ai pas dit trop d'âneries? Du tout, aucune. Si ce n'est que je ne suis plus sur, enfin, nous ne sommes plus sur Pessac, nous sommes sur Ézines. On est juste derrière la tour de Gassy, en fait. Voilà. Donc, à la limite d'Ézines et de Bruges. Mais bon, voilà. Toujours dans la région. En tout cas. Bon, c'est la région bordelaise. Bon, ce soir, Patrice, tu vas nous parler de ton sacerdoce. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Quelque chose qui te permet d'aider les personnes sans doute en difficulté. Alors, pour ça, tu as préparé une présentation pour PowerPoint. Je crois savoir que dans cette présentation, tu vas te présenter. Donc, je ne vais pas te poser la question. Voilà, je vais lancer, je vais essayer de lancer, comme on a fait tout à l'heure, le petit PowerPoint. Il y a une quinzaine de diapositives. Ça va me permettre d'avoir un fil rouge, de dérouler un petit peu. C'est juste pour présenter un petit peu les grands concepts de Jung pour qu'on arrive à comprendre un petit peu les mécanismes de l'analyse de rêve et les mécanismes de la psychologie des profondeurs. Puisque là, on ne va pas parler de psychanalyse, mais on va parler vraiment de psychologie des profondeurs. La psychanalyse est un terme freudien, freudien, lacanien, etc. Mais bon, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et on va voir que le rêve, quelque part, est un psychanalyste. Mais le rêve, moi, aucunement. Moi, je ne suis qu'analyste et c'est largement suffisant. Donc, on va voir durant toute cette soirée un petit peu les différences très subtiles pour arriver à faire de cette méthode une méthode beaucoup moins dangereuse que nous montre le film Dangerous Method dont tu m'as parlé tout à l'heure quand on faisait les essais de David Cronenberg.
Et, parce que c'est une méthode qui est risquée, on peut se tromper, effectivement, on peut se tromper. Et Jung l'avait vu, et Jung s'est trompé une grande partie de sa vie. Et il s'est trompé les 2 tiers de sa vie, ce qui lui a permis d'arriver à un résultat probant. Voilà, donc on va pas être là cette soirée, on va pas être là pour mettre Jung forcément sur un piédestal, on va pouvoir le critiquer un petit peu et voir ce qui l'histoire se finit bien, puisqu'effectivement sur la fin, il nous a laissé un héritage énorme et un héritage ô combien précieux. Mais durant sa vie, ça n'a pas été simple, quoi. Donc voilà. Donc pour bien parler de Jung, il faut aussi accepter ses côtés, ses mauvais côtés qu'il a eu, ses mauvaises expériences, Ces etc. côtés parallèles, j'ai Oui, envie tout de à dire. fait. Ben, tout à fait, mais Ces parce côtés que parallèles. Parce que quand bien même un mauvais côté, oui, on, oui, on sait qu'il est mauvais à la fin, parce qu'on peut avoir des mauvais côtés qui nous ramènent sur des bons côtés. Et du oui, coup, oui, absolument. Et puis on verra tout au long de cette soirée les notions de bien et de mal et du mal, etc. Enfin voilà, c'est assez complexe quand même. Alors voilà, je viens de partager, je ne sais pas si. alors, juste je précise pour nos auditeurs en Oui. direct que la soirée va se passer, on va dire, en 2 temps. Tu vas nous faire une présentation qui va durer une petite demi-heure. Mhm. Et puis ensuite, on aura le reste du temps pour que chacun pose peut-être, pourquoi pas, une question, soit sur la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un rêve, ou soit sur peut-être, pourquoi pas, que tu puisses nous faire une analyse Mhm. succincte de rêve. J'imagine que c'est pas si simple que ça. Euh, Bah, si ce sont des rêves courts, il n'y a pas de problème. Après, voilà, on prend voilà. le temps. Si on n'est pas nombreux, tant mieux. Quelque part, comment dire, nos auditeurs, ben, ils ont beaucoup de chance et ils pourront, effectivement. Moi, je me prête largement au jeu, hein. Alors, c'est génial. Alors figure-toi qu'on est suffisamment nombreux pour que ce soit très agréable, Parfait. c'est-à-dire modestement. Bien. Parfait. Patrice, je te laisse la main et puis Mhm. rendez-vous dans une petite demi-heure. D'accord, entendu. Bah, on va voir. Et tu n'hésites pas, tu n'hésites pas à poser des questions pendant la présentation, hein. C'est une présentation un peu académique, mais justement, c'est une présentation qui est aussi là pour susciter le questionnement. Et voilà, si tu Pourquoi sens qu'il pas? y a des choses, si tu sens que tu as des choses à demander, tu n'hésites pas surtout. Voilà, Eh bien, écoute, rien n'est je te figé. propose de faire comme ça, Patrice. Entendu. Merci. Alors, nous allons commencer. Ben, ce que je vous propose, c'est de revisiter un petit peu les concepts de base de Carl Gustav Jung à travers ce petit diaporama, très vite fait. Donc, effectivement, ben, je vais parler, je suis bien obligé de parler de ma pomme, hein, bien sûr. Donc, effectivement, l'analyse de rêve n'est pas mon activité principale. C'est une activité de cœur et c'est une activité que je prends très au sérieux. Mais voilà, pour vivre, moi je suis musicien principalement, hein. J'étais musicien professionnel sous statut d'intermittent pendant 25 ans. Je continue, je ne suis plus intermittent du spectacle. Je donne des cours, j'anime des ateliers dans des écoles, etc. Et je continue à pratiquer mon instrument. Donc voilà, c'était donc analyste jungien diplômé de l'école du rêve et des profondeurs. J'ai été formé par 2 personnes qui sont vraiment fantastiques, qui sont Pierre Trigano et Agnès Vincent, qui sont basées au nord de Montpellier. Et pendant près de 6 ans, eh bien, j'ai pris ma petite voiture et j'étais passé quelques semaines de stage intensif tout en subissant en même temps ma propre analyse de rêve. Euh, il est quand même intéressant de pouvoir passer par l'expérience soi-même pour pouvoir bien en parler. Et ça m'a aidé, effectivement. Ça a changé ma vision du monde, je dirais. On en reparlera plus tard, mais effectivement, Jung nous permet de voir le monde, de voir notre monde à nous et de voir la société autour de nous d'un œil tout à fait différent. J'ai également fait 2 années d'analyse transactionnelle, donc ben, je sais ce que c'est, donc on en reparlera tout à l'heure, hein. Parcours dans la voie rouge et chamanisme Lakota, voilà, ça c'est quelque chose qui a été très agréable pendant une dizaine d'années et que je viens d'arrêter très récemment. Voilà, c'est une expérience intéressante et j'en ai tiré du positif. Voilà, donc on pourra en reparler aussi au long de la soirée, quoi. Il y a du pour et du contre, mais c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, sur le plan de la psychologie, etc., c'est quelque chose
qui est très, très, très intéressant. Et après, je suis en désaccord sur il y a des nuances à apporter parce que voilà, il y a moi je suis français, je suis un bon Gascon, je suis un vrai Bordelais. Et c'est vrai que toutes ces histoires d'animaux de pouvoir, etc., bon, voilà, je préfère laisser ça aux Amérindiens qui sont un peuple fantastique et qui ont vécu des choses vraiment vraiment pas agréables. Et j'ai vraiment un profond respect pour ces gens-là. J'en ai rencontré certains. Mais voilà, moi je préfère rester dans ma culture, dans les choses qui me touchent, dans les choses que je connais et dans les choses qui me parlent, tout simplement. Donc effectivement, la voie des rêves m'a beaucoup plus enseigné, on va dire. On va rester là. Formation d'analyste de rêve pendant 6 ans, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Mes centres d'intérêt pour un petit peu voir le personnage. Voilà, moi j'adore la randonnée, je suis un fan des Pyrénées, j'adore la nature. Je suis fan de littérature dans le sens littéral du terme, hein, il y a vraiment tout. Je ne lis pas que des bouquins de psychologie et autres. Je suis fan de science-fiction, je suis fan de plein de choses, de météo. Enfin, voilà. Je suis quelqu'un de très curieux, j'ai toujours été très curieux dans ma vie. Et dès dès qu'un domaine me passionne, j'aime bien aller explorer, voilà, si ça me parle. De l'ethnologie, de la sociologie, on en reparlera parce que Jung, c'est très lié à ça aussi. Religion, bien entendu, spiritualité aussi. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Carl Gustav Jung, tu en as parlé Eric tout à l'heure, 1875-61, donc ça c'est pour voir la période un petit peu. Fondateur de la psychologie analytique, à travers son expérience clinique, effectivement, il était dans une clinique en Suisse et c'est ce qui lui a permis d'analyser des milliers de rêves sûrement et d'avoir des milliers de cas particuliers dans le cadre de son métier. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux religions, à la philosophie, à la sociologie, à la littérature, à l'anthropologie, passionné d'alchimie. La voie centrale, c'est effectivement l'étude des rêves, mais pas que, on verra ça. Et fan de mythologie également, c'est très important. On en parlera lors des concepts que nous allons traverser sur l'inconscient collectif, les archétypes, etc. On va voir ça un peu plus tard. Donc tout ça pour dire que c'était un homme complexe. C'était un homme de son temps. Donc, vous voyez les dates, hein, 1875-1961. On est principalement à Zurich, au bord du lac de Zurich, dans la Suisse, dans un milieu plutôt bourgeois, plutôt. Voilà. C'est quelqu'un qui avait quand même des moyens, surtout sa femme, on va dire. Et c'est intéressant de replacer, voilà, on parlera de l'histoire du personnage parce qu'elle est très intéressante et c'est vrai que sa vie a été faite de haut et de bas. Et c'est ce qui lui a permis d'arriver à quelque chose de vraiment intéressant et de nous céder un héritage que nous devons de continuer à faire vivre. Voilà, l'analyse jungienne n'est pas morte avec lui. On doit continuer. C'est quelque chose qui est éminemment ouvert. Alors c'est vrai que ça peut, comment dire, tendre vers des pratiques parfois douteuses ou être récupéré, par exemple, par le milieu de l'entreprise du recrutement. Hein. Il y a des questionnaires jungiens qui sont pour nos chasseurs de tête dans nos belles entreprises européennes, et peut-être américaines même, je pense, où voilà, il y a des tests de personnalité. On voit si le poste convient bien à quelqu'un plutôt d'introverti, d'extraverti, tout ça. Donc, il y a ces fameux 4 types jungiens qui traînent là-dedans et ce n'est pas toujours très heureux, je trouve. Donc, ce n'est pas rendre justice à cet homme-là qui s'est passionné plutôt pour des choses beaucoup plus profondes. Enfin, bon, les œuvres sont souvent récupérées bien malgré leur créateur. Alors, les concepts les plus connus, voilà, alors, ça, ce sont des concepts qui sont rentrés dans le langage courant. Hein, on peut voir sur certains articles de presse ou dans le langage de nos chers journalistes sur les plateaux TV, etc. L'inconscient collectif, bien entendu. Les archétypes. Le processus d'individuation, qui est effectivement un processus de réalisation, je vais déplacer ma petite photo, de réalisation de l'individu. On n'est pas dans quelque chose d'individualiste, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond.
L'individu doit renaître à lui-même, doit naître à lui-même. Et bien sûr, il y a la première naissance quand nous sortons du ventre de nos mamans. Et il y a une autre naissance qui est naître à soi-même et arriver à vivre sa vie, je dirais pas en parfaite harmonie, parce que tout ce qui est pensée positive, etc., c'est très très beau, mais c'est un peu plus complexe que ça. Donc, moi je dirais, avant de vouloir absolument être heureux, essayons d'être nous-mêmes. Et pas toujours évident, quoi. On a beaucoup de courants de pensée à l'heure actuelle dans le New Age et tout ça qui sont un petit peu, qui font écran, un petit peu, qui sont des belles paroles et qui sont des choses magnifiques, mais bon, c'est un peu plus complexe que ça. Donc voilà, les types psychologiques, c'est dont je parlais tout à l'heure, pratiquer dans l'évaluation, le recrutement en entreprise. L'imagination active, c'est autre chose que le rêve. C'est ce qui a permis à Carl Gustav Jung d'écrire et de peindre son fameux livre rouge. On en parlera tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui vient, pour ma part, qui vient après le rêve. Donc, c'est également... C'est très dur de comprendre. Moi, j'ai parcouru beaucoup d'ouvrages qui parlaient d'imagination active sans jamais comprendre ce que c'était. Et Dieu merci, dans notre formation, nous avons eu un module entièrement dédié à l'imagination active, donc que j'ai pratiqué moi-même et que j'ai eu une très belle surprise. Donc, j'en parlerai plus tard. Également, le concept de synchronicité. Bon, mais là, un heureux hasard, on va dire, ou quelque chose, un événement qui donne un sens à celui qui le vit et uniquement à lui, un heureux hasard. Voilà. Donc ça, ce sont les grandes. Donc on y reviendra tout au long de la soirée. Je ne vais pas m'étaler sur les archétypes, l'inconscient collectif et tout ça. Dans la soirée, il y aura des questions là-dessus. On pourra approfondir un peu, que ce soit plus sympa, que ce ne soit pas moi qui parle en long monologue, mais que nous soyons dans le partage un petit peu. Alors, l'analyse jungienne. Je vais déplacer mes photos parce que c'est pas pratique. Voilà. L'analyse qui se base sur un lien. Ah, il ne veut pas. Il ne veut pas que je lise le texte. L'analyse qui se base sur un lien avec l'inconscient, notamment grâce à un travail sur les rêves ou avec la pratique de l'imagination active. Questionnement sur les symboles, nous allons en parler, justement. Et figures rencontrées dans les songes, lien avec la situation traversée et vécue au moment de l'analyse. Alors justement, les rêves, il faut les analyser quand ils sont frais, si possible. Sauf s'ils sont récurrents, effectivement, on peut les analyser quelques mois avant, mais les rêves sont des réponses de l'inconscient à une situation vécue au moment ou dans la même période que la personne traverse. Donc, c'est très important, ça c'est quelque chose. Si on se met à analyser des rêves qui ont plusieurs années, pourquoi pas? Mais quand on est en travail actif, quand on est en travail jungien, c'est beaucoup mieux effectivement, on est en train de vivre un divorce, on va avoir des rêves quelque part qui vont parler de ce divorce ou la perte d'un emploi ou peu importe. Et plus c'est frais, plus c'est vraiment lié à la période qu'on traverse, plus c'est analysé vite, mieux c'est. Voilà. Alors, l'analyste n'est pas un thérapeute, ça j'y tiens vraiment. Pour mon cas à moi, hein, moi je ne suis pas thérapeute, puisque le vrai thérapeute c'est le rêve, mais on en reviendra. Voilà, moi je suis juste j'aide le sujet à trouver le sens du contenu thérapeutique que les rêves et les synchronicités semblent indiquer. Cette pratique est éthique et non intrusive. L'analyse se passe du transfert de type freudien, mais un autre transfert opère, le transfert archétypal. Alors ça, c'est un peu la clé de voûte de notre école et de notre formation. C'est-à-dire que nous, quand nous recevons des gens, quand nous recevons des rêveurs, on va les appeler des rêveurs, le rêveur est libre et le rêveur, le personnage central, si vous voulez, c'est le rêve en lui-même. Et la problématique, on verra quand on va voir les premières figures de la psyché en suivant, le problématique, c'est que tout être humain, et donc tout analyste, risque de se faire tromper par son moi. Et effectivement, lors d'une séance, si je fonctionne avec le transfert freudien, c'est-à-dire le transfert freudien ou le transfert que les psychanalystes opèrent, ça c'est leur méthode qui donne des bons résultats. Hein, je ne remets pas ça en question. Simplement, on loupe quelque chose, on ne va pas assez profond. Si on reste dans le transfert, on va obtenir le moi de l'analyste qui ne fait que discuter et que blablater avec le moi du rêveur. Et on va avoir tendance à mettre le rêve de côté. Et c'est fort dommage, parce qu'on risque de passer à côté. Et effectivement, l'analyste va de manière tout à fait naturelle et involontaire, bien entendu, faire des projections lui-même sur le rêve qu'il est en train de travailler avec son rêveur,
Et de cette manière, le rêve risque fort d'être complètement dénaturé. Et c'est le danger que Jung nous mettait en garde contre ça dans pas mal de textes, mais comme il a dit également le contraire, c'est très compliqué. Donc, bon, voilà, nous avons pris le parti d'avoir vraiment une approche telle. Voilà. Le transfert, moi, quand les gens viennent me voir, c'est pas moi le magicien, c'est par contre, c'est le personnage qui est dans le rêve. Et c'est à moi de faire le transfert archétypal, c'est-à-dire d'aider la personne à ne pas faire ses projections. Je ne suis pas le père du rêveur. Son père figurera peut-être dans le rêve que nous sommes en train de visiter et peut-être sous une autre image que le père. Hein. On va voir ça. Donc, il faut un questionnement, il faut que la personne fasse comment dire, ses associations. Donc, c'est une science je dis science vraiment parce que on peut très vite déraper. On peut très, très vite déraper. Je l'ai beaucoup vu et c'est dommage parce que si vraiment on veut aller loin et dans la profondeur, il faut être bien formé à ça. Et, si vous faites une analyse de rêve, renseignez-vous sur l'école ou sur la formation de votre analyste. C'est très important voilà, de prendre des gens qui sont certifiés. On ne devient pas analyste de rêve en 3 semaines, c'est pas vrai. Ça prend du temps. Il faut avoir soi-même été euh, en analyse. Il faut avoir vécu ça du côté sur le fauteuil du rêveur avant de pouvoir passer sur le fauteuil de l'analyste. Et ce n'est pas un parcours facile, croyez-moi. Donc voilà, si Eric, tu as des questions, tu n'hésites pas hein, à me couper. Du coup, là, je pourrais simplement dire que, effectivement, de toute façon, une analyse de rêve, c'est très subjectif puisque c'est lié à l'interprétation ou à l'analyste. Voilà, exactement. Alors, ça peut être très subjectif, mais avec la méthode que nous employons, nous arrivons à être justement et à considérer que tous les matériaux du rêve sont au contraire objectifs. Alors, effectivement, le rêve peut être, c'est très intéressant ce que tu dis, le rêve peut être, les symboles du rêve peuvent être analysés d'une manière objective ou subjective, effectivement. Lorsque dans un rêve, j'imagine Eric, tu m'amènes un rêve et il y a ton père dans le rêve. Donc nous allons prendre la solution de facilité en disant ben, il s'agit vraiment de ton père dans le rêve et comment dire, la direction de la séance va s'orienter dans cette direction-là. Mais il est fort possible également, c'est ce que Jung appelait l'inversion du coup d'œil appréciateur, que derrière, il y ait autre chose. Et justement, ce qui va nous aider à déterminer un petit peu si nous devons de prendre un rêve du côté objectif ou subjectif, c'est la manière dont il parle au rêveur, en fait. Nous, dans notre pratique, nous avons l'habitude de dire est-ce que ça te parle ou est-ce que ça vous parle? Et on voit que quand il y a quelque chose qui se passe ici, là, au niveau du ventre, au niveau du cœur, là, on est dans la réalité. Et par contre, on peut passer une séance entière à blablater et à être totalement à côté de la plaque. Alors, effectivement, c'est un art, je dirais, qui ne garantit pas le résultat. Mais en général, si le terme dans un premier rêve a été mal compris par l'analyste et mal compris par le rêveur, le sujet va revenir de toute manière au rêve d'après, puisque lors d'une analyse jungienne, c'est de rêve travaillé en rêve travaillé. C'est un processus qui est long. Que les choses vont évoluer, que les choses vont être digérées et reçues et acceptées par le rêveur. Et voilà, c'est pas si simple. Mais c'est vrai que les rêves peuvent être sur deux plans, et même j'irai plus loin, on en parlera tout à l'heure, dans mon petit diaporama, j'ai un truc qui parle de ça, mais effectivement que le rêve peut aussi avoir, il peut aussi il peut aussi bien parler de la personne, du rêveur, de son histoire du moment, de sa problématique, et qui peut être tout à fait en corrélation avec la problématique de notre société, parce que nous sommes très liés avec ce que nous traversons, avec notre univers, avec notre travail, nos familles, la vie réelle, vraiment tout ce qui se passe. Et c'est vrai que les concepts jungiens peuvent tout à fait être appliqués aussi bien à un individu qu'à un collectif. Et c'est là où Jung peut rejoindre et rejoint souvent d'ailleurs notamment Pierre Bourdieu, qui est un sociologue que j'adore. J'ai lu beaucoup d'ouvrages et quand je lis Bourdieu, je suis à la maison. Donc c'est vraiment quelque chose
qui est très actuelle, quoi. Je dirais l'analyse de rêve et la pensée jungienne pourraient nous aider à décrypter le monde de manière un peu plus apaisée. Donc, on verra avec le féminin, le masculin, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais c'est Alors, très profond. du coup, Patrice, c'est rigolo parce que quand tu parles de rêves qui puissent être rêvés par tout le monde, collectif, justement, parmi les questions que j'aurais voulu te poser, du coup, ça me permet de rebondir. Tu m'as dit, c'est bien de rebondir entre deux slides du PowerPoint. Donc, du coup, Vas-y. j'avais une question, c'est est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il existe, il y a des cas de rêves qui puissent se faire en commun? Ah oui, c'était pas vraiment ce que je voulais dire. Quand je parlais du collectif, si tu veux, je parlais du rêve de quelqu'un qui va justement parler de son histoire à lui et qui va Oui, également parler rêver du collectif, mais ça me Voilà, permet de voilà. rebondir sur Oui, une oui, autre oui, oui, oui. question. Ça aussi. Est-ce Alors ça, moi, je l'ai pas. J'ai bien entendu tes questions. Moi, j'ai pas rencontré ça. Par contre, j'ai eu la chance de faire des analyses, de mener en parallèle l'analyse de deux frères, par exemple, qui n'avaient rien en commun, on va dire, qui se fréquentaient très peu, etc. Et je faisais une analyse de deux hommes, donc de deux frères qui étaient à une semaine d'intervalle. Et ce qui est rigolo, c'est que les deux frères ont, sans se concerter, puisque c'était des personnes qui ne se fréquentaient plus, c'était un petit peu les problèmes de famille, hein, et dans les deux rêves, il y a eu le même symbole. C'est-à-dire qu'il y a eu une personne de leur famille, hein, qui était, je ne sais plus, une cousine ou je ne sais pas trop quoi, qui a déboulé dans le rêve d'un des frères et dans le rêve de l'autre frère, et qui, après questionnement, si tu veux, se sont avérés être des symboles très très proches qui avaient la même signification en fait. Donc ça, c'est très surprenant de voir ça. Mais voilà, moi, je l'ai vécu en tant qu'analyste. Ça, je peux en témoigner. Après, voilà, là, ce que je voulais dire, c'était les rêves qu'un individu fait. Le rêve qu'un individu va faire peut être interprété aussi du point de vue du collectif, c'est-à-dire que ce que l'individu traverse dans sa vie, le collectif peut, et quand je dis le collectif, c'est notre société. Oui. Voilà, notre société peut avoir effectivement la même problématique puisque tout est lié de toute façon. Nous ne sommes nous naviguons dans un océan comment dire, d'influence, voilà, nous avons tous été confinés, tout le monde va devoir être vacciné. Voilà, donc on partage quand même en commun pas mal de choses, et des belles choses et des choses moins agréables. Moi, je repense au fait que euh, j'imagine qu'il peut exister une, quelque chose de l'ordre du commun et que l'on puisse rêver en commun. Et je crois, pour avoir vu le film que tu m'as conseillé de regarder, j'en profite pour en faire sa publicité, qui s'appelle Dangerous Method, à la façon bordelaise. Euh, du coup, dans ce film, on voit très bien que dans la vie de Carl Gustav Jung, à un moment donné, il commence à, à comprendre qu'il existe autre chose, je ne sais plus comment il appelle ça, la psyché extérieure, ou je ne sais plus. Voilà, il parle de synchronicité, il parle de. Et donc, du coup, j'imagine que quand on est amené à penser qu'il existe un, une spiritualité commune, donc des fils conducteurs, pourquoi pas, imaginons, allez, appelons-le Dieu, tu vois, par exemple. Mais comme ça, tout le monde comprend. Oui, Voilà. bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et l'idée, quand on commence à penser comme ça, pour le coup, j'imagine que dans les rêves, on peut aussi se rejoindre. Tout à fait. Et Absolument, il y a des choses. Alors, il y a des choses magiques, effectivement, on sera amené à en parler, mais euh, moi, dans mes analyses, enfin, dans mon vécu d'analyste et dans mon vécu d'analyser également, parce que j'ai un très long vécu d'analyser, euh, l'extraordinaire est là, oui, mais pas que. En général, c'est quand même quelque chose de très, très, je dirais d'exceptionnel, quoi. Voilà, on peut avoir des rêves, effectivement, on peut avoir des rêves il y aura sûrement des questions là-dessus, les fameux rêves prémonitoires et tout ça. Mais c'est pas c'est pas l'intérêt de la méthode, et c'est pas ça existe, hein, moi j'en ai vu, j'en ai fait aussi des rêves, effectivement,
quand j'étais petit, je me rappelle de rêves, un rêve notamment quand j'avais 6 ans, où je me voyais sur une scène devant une foule. Et effectivement, dans ma carrière de musicien professionnel, j'étais amené à jouer sur des grosses scènes dans des festivals, etc. Donc voilà, est-ce que cette image, est-ce que le passé, le présent, le futur ne sont pas mélangés de l'autre côté? C'est ce que je pense. Moi, je suis fan effectivement de toutes les théories de Philippe Guillemant, qui fait un travail absolument fabuleux là-dessus, et qui est un Jungien également, hein, qui a vraiment revisité tous les concepts jungiens. Hein. Et ça existe, mais c'est pas la norme. Moi, je dirais que voilà, quand on est en analyse de rêve, c'est vraiment quelque chose de personnel, et c'est quelque chose d'intime. On est vraiment touche vraiment à l'intime. Et c'est vraiment un travail pour soi qu'on fait. De temps en temps, effectivement, ben, ça dérape, et effectivement, on peut avoir accès à des infos. Mais c'est vraiment exceptionnel. Voilà, c'est vraiment. Oui, oui, oui. Bon, ben restons sur Terre, on va dire, Voilà. y compris dans la matière. Je pense par exemple à des gens qui font des expériences avec des plantes particulières au Pérou. Hein. Ces gens-là, souvent, font des espèces de rêves. Alors, je ne sais pas si, du coup, il existe plusieurs catégories de rêves, quoi. Des rêves éveillés, des songes, Oui, c'est oui, quoi la oui. différence, tout ça, tu vois. Le rêve, de toute façon, est un état modifié de conscience. Voilà. Le rêve va arriver lorsque lorsque notre conscience, on va voir quand je vais un peu plus tard, je crois que c'est la page d'après où je vais parler du moi, on va en parler longuement. Lorsque le moi est à l'arrêt, eh bien, effectivement, c'est une porte ouverte, et tous les contenus de l'inconscient vont pouvoir, la porte est ouverte, donc ça déboule, quoi. Effectivement, pour neutraliser le moi, on peut y arriver tout à fait par certaines méthodes de méditation. On peut tout à fait y arriver en prenant des plantes psychotropes. Je vous encourage à lire les livres de Jérémy Narby, de Romuald Le Terrier à ce sujet, notamment avec l'ayahuasca. Alors, l'ayahuasca, c'est risqué quand même, hein, parce qu'il faut tomber sur le bon chaman, qui a le bon. Enfin, voilà, quoi. Donc, Ah ben, c'est un poison, hein. oui, Au et départ. voilà. Donc, moi, j'ai des amis qui en ont pris, on en a longuement parlé. Moi, j'en ai jamais pris. Hein. Moi, je préfère comment dire, la méthode douce, entre parenthèses, qui m'est donnée, qui nous est donnée à tous, c'est-à-dire de rêver, de se contenter de rêver. Effectivement, le rêve est un, comment dire, je l'ai dit tout à l'heure, un état modifié de conscience. Donc, voilà, on peut très bien faire des voyages en rêvant, on peut très bien faire plein de choses. Moi, j'ai eu des infos par expérience personnelle, sur mon analyse à moi. Le décès de mon père m'a été transmis 3 ans auparavant, jour pour jour. Et c'est un rêve que j'avais mis, qui figurait dans mon mémoire de fin d'analyse, pour être validé au sein de l'école. Et c'était curieux, puisque j'avais envoyé ce mémoire au mois de mai, me semble-t-il. Mon père est parti au mois d'août, et j'ai eu le rendez-vous au mois de septembre. Et effectivement, en parlant de ça, quand je suis arrivé, j'ai dit, écoutez, voilà, il y a ce fait qui est arrivé. J'ai mon papa qui nous a quittés au mois d'août. Et là, Agnès et Pierre, c'était tous les deux, m'ont montré la date, parce que j'avais l'habitude de mettre les dates de mes rêves. Et moi, je ne l'avais pas vu, et eux l'ont vu. Ils ont noté, c'est eux qui m'ont noté la synchronicité, en disant, mais regarde, ton père est mort le 4 août, et regarde ton rêve, tu l'as reçu le 4 août. Et je ne l'avais pas vu. Donc, vous voyez, il y a des choses vraiment extraordinaires. Et c'est un rêve qui a été qui a été pour moi un rêve médecine, dans le sens où il m'a permis de vraiment accueillir cet événement dans une paix incroyable, parce que ce rêve était magnifique, il y avait des symboles absolument fabuleux dedans. Et effectivement, le jour où je l'ai fait, c'est 3 ans auparavant, avec mon analyste de l'époque, elle m'avait dit, écoute, le jour où ça se passe vraiment, raccroche-toi à ce rêve et retrouve l'énergie qu'il y avait dedans, les images et tout ça, et tu verras que tu traverseras cette épreuve de manière beaucoup plus douce. Et c'est exactement ce qui s'est passé, y compris des images de la salle. Il était dans le coma, etc. J'avais des choses très lumineuses dans mon rêve, et effectivement, c'était le seul qui était près de la fenêtre, c'était très lumineux. Enfin bon, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et donc, mais j'insiste, bon voilà, c'est pas l'extraordinaire est là, souvent, d'accord? Enfin souvent, non justement pas souvent. Il est là, mais on ne court pas après. Et effectivement, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. Et je pense que quand les rêves sont importants, c'est là où l'incroyable, un petit peu, de manière à pouvoir toucher un petit peu l'individu qui reçoit,
Quand le rêve est important, le scénario du rêve et les couleurs sont souvent en cinémascope et on a un son Dolby Surround et voilà pour qu'on s'en rappelle mieux, quoi. Donc moi c'est ce que j'ai noté avec mes rêveurs très souvent, hein, oui, très souvent. Ça te va, Oui, Eric? oui, bah, très bien. Bah, j'imagine que c'est ça qui fait la différence entre un analyste de rêve compétent et expérimenté et puis quelqu'un qui a fait un stage de 3 jours sur un week-end qui a payé 800 balles. Ouais, c'est Effectivement, pas. l'expérience fait la différence. Mm. L'expérience, et comme tu l'as dit, en tant qu'analysé qu'en tant qu'analyseur, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il faut être passé par là et il faut être passé par là. Et ce que nous apprenons aussi, c'est que chaque rêve qui se présente à nous, nous allons l'aborder comme si c'était le premier que nous allions analyser, quoi. Tu m'as pas encore questionné sur les dictionnaires de symboles, par exemple, de rêves, tu sais, qu'on trouve dans le commerce. Quand on dit bah, si on rêve d'un cheval blanc, ça a telle signification, bah, tout ça, c'est bullshit. J'ai eu un bouquin comme ça quand j'étais jeune. Je crois que j'ai dû lire 2 pages. Voilà. Et ça, c'est je m'excuse du terme, mais c'est bullshit, quoi. Je veux dire, c'est non, non, le rêve, quand quelqu'un reçoit un rêve, c'est du coût humain pour cette personne, c'est de la haute couture, quoi. C'est un rêve qui est uniquement pour cette personne, qui est dédié à cette personne. Et les rêves proviennent de son inconscient, de notre inconscient, de l'inconscient du rêveur. Donc c'est vraiment un message qui lui est destiné et qui est vraiment parfait, quoi, qui est vraiment d'une justesse à chaque fois. Moi, j'ai jamais vu des rêves qui nous embarquaient dans des directions euh, foireuses, je dirais, si vraiment l'analyste sait rester à sa place, et c'est le piège de ne pas rester à sa place. C'est un piège. Moi-même, j'ai dû parfois, voilà, ça nous arrive, hein, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, on a eu, dans notre pratique, on a cet enseignement et cette méthode de ne pas fonctionner avec le transfert qui nous met à l'abri de quasiment, je dirais, 95% des abus, quoi. Parce qu'il est tellement simple de s'emparer des matériaux d'un rêve et de lui faire dire ce que l'analyste a envie d'entendre, connaissant la vie de l'analyser. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a une personne, un rêveur qui est là depuis, on va dire, 3, 4 mois, 6 mois, on commence à connaître les ficelles, quoi. On commence à connaître la vie de tout le monde, enfin de toute sa vie, je veux dire, ou une grande partie de sa vie qu'il a voulu nous dire, qu'il a bien voulu nous avouer. Donc, des fois, les choses sont tentantes, la facilité est tentante et il faut faire très attention à ça, quoi. Et Jung s'est brûlé les ailes d'ailleurs par rapport à ça. Hein. Donc, Jung le premier, bon, Freud, c'est très intéressant. Sigmund Freud nous a ouvert la porte. Il nous a ouvert la porte de l'immeuble, mais il est resté dans le hall, alors que Jung nous a permis de visiter l'immeuble de la cave au grenier. Et, moi, c'est l'image que je donne très souvent dans mes conférences et ça me fait marrer, mais c'est vraiment ça, quoi. Mais parfois, on se trompe, et bien, parfois, on rentre dans des endroits où on ne devait pas rentrer, et voilà, c'est pas. Euh, tout à l'heure, je regardais une conférence, c'est une petite phrase que je voulais dire ce soir. Très souvent, dans les interviews de thérapeutes ou de peu importe, dans les interviews de manière globale, vous avez souvent l'interlocuteur qui dit il faut savoir que. Ben ça, vous ne m'entendrez jamais le dire parce que ben, justement, moi, je ne sais pas grand-chose. Je découvre au fur et à mesure et je doute continuellement, je doute perpétuellement. J'ai appris vraiment à douter de moi-même déjà, à travers mon boulot d'analyste, hein, de mes réactions, tout ça. Donc c'est vraiment, voilà, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, beaucoup de bienveillance également. Mais des fois, si on ne comprend pas un rêve, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a rien. Hein. C'est pas une course à l'échalote, on ne va pas être champion du monde, il n'y a pas des championnats, ce n'est pas une compétition. L'analyse de rêve, c'est quelque chose à prendre très au sérieux et ben, on peut se tromper. Et puis ben, des fois, j'ai loupé des trucs. Et ben, sur le rêve d'après, l'inconscient de la personne venait me faire un petit rappel en me disant eh oh, t'as loupé ça, Patrice. Voilà. Et ben oui, voilà, ça arrive. Voilà. Bon, tu as parlé de la différence, peut-être, on pourrait dire ça, de façon de penser qui pourrait exister entre Sigmund Freud et Carl Gustav Jung. C'était une superbe image en réalité.
de dire qu'il est resté dans le hall. Puis Jung nous avait fait visiter tous les étages. Moi, de mémoire, Jung, il parlait que de pulsions sexuelles, que tout est rapport à la pulsion sexuelle. Freud, Et Jung a oui, voilà. rajouté beaucoup d'étages à ça en disant, attendez, c'est un peu rapide tout ça. Exactement. Disons que les notions de libido ne sont pas les mêmes chez Jung et chez Freud. Chez Jung, la libido, c'est l'énergie de l'inconscient. Donc, effectivement, cela peut passer par le sexe, mais pas que. Je dirais que la libido jungienne, elle est très peu basée sur le sexe. Alors, euh, il est vrai que Jung a ça de particulier, ça peut être l'une des révélations de la soirée. Jung a été abusé par un oncle quand il était petit. Alors, nous, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer ça? Ce sont les travaux de Pierre Trigano qui en a fait 3 volumes, qui s'appellent des ouvrages qui s'appellent justement Psychanalyser Jung. Je vous le montre voici, ça c'est le tome 1. Il a fait trois ouvrages. Alors, ce qui nous permet ce qui lui permet de pouvoir affirmer ça et déduire ça, c'est que nous avons la chance d'avoir énormément de rêves de Jung lui-même. Si vous lisez si vous lisez le livre, un beau lapsus, si vous lisez le livre qui s'appelle Ma vie, qui est une autobiographie de Jung, vous aurez énormément de ses rêves et vous aurez également de ses imaginations actives. Mais bon, on va parler de rêves, c'est sensiblement la même chose. Et effectivement, il y a un rêve que Jung nous montre dès le début où il descend dans une cave, enfin, il descend dans une crypte plutôt, quelque chose de souterrain. Et là-dedans, il y a un trône, et sur le trône, il y a un phallus en or. Il s'attendait à voir le Christ. Il y a un énorme phallus en or qui est là. Et effectivement, bon, mais là, nul n'est besoin d'être un grand analyste pour y voir, effectivement, à la place de ce qui aurait pu être le Christ ou une icône religieuse, de voir un phallus doré de 3 mètres de haut, je ne sais plus, j'ai plus le rêve en tête, mais vous pourrez le lire vous-même. Effectivement, Jung a été abusé quand il était petit par un oncle. On se doute que c'était un oncle qui était pasteur. Replaçons toute l'histoire dans le sens de son époque. Et nous sommes en Suisse, milieu protestant. Le père lui-même, le père de Jung, était pasteur. Donc, ce n'est pas son père qui l'a violé, ça on en est sûr. Et il faudra que vous lisiez le livre. Mais donc, si vous voulez, cet événement, ô combien traumatisant pour un petit garçon, a complètement chamboulé la destinée de Jung. Et quelque part, c'est ce qui nous a permis d'avoir un Jung qui a été très, très, très critique vis-à-vis de la religion. Lorsqu'il voyait débouler un prêtre, pasteur, habillé de noir avec son haut de forme, etc., il fuyait, petit garçon, il en avait très peur, et pour cause. Il avait eu des abus sexuels d'un de ses oncles. Et ça, si vous voulez, c'est une information qui est pas du tout répandue, dont personne ne parle, et pourtant qui est essentielle dans l'histoire, dans toute l'historique, et même dans tout le travail jungien. C'est ce qui a orienté Jung de ne pas tomber dans la facilité ou dans le raccourci directement de Dieu, et donc d'appeler l'imago Dei, l'image interne. On en parlera à la fin de mes diapos. C'est là où nous avons eu le concept du soi qui est essentiel. Et grâce à ça, je dirais, c'est malheureux à dire, mais parce que Jung a vécu ça, il a été dissocié pendant une bonne période de sa vie. J'entends dissocié, il a été en inflation du moi, nous allons voir ça un petit peu après. Et comme pour tous les abuseurs, hein, je veux dire, c'est très à la mode en ce moment avec les mouvements MeToo, etc., où se révèlent tous les mauvais traitements qu'ont pu subir les enfants, les femmes, etc. Et bien Jung, ayant subi ça, va faire subir ça aussi. On le voit dans Dangerous Method, où il a des relations sexuelles, etc., avec une de ses patientes. Et il en a pu, encore ça c'est ce que le film veut nous montrer, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup plus parce que Jung était quand même un bel homme et il était de monnaie courante à Zurich à l'époque d'aller s'encanailler dans le cabinet du docteur Jung. Donc voilà, et ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour un analyste malheureux, et surtout pas. Et c'est vrai que quand il y a le transfert, effectivement, ça favorise ça. Lorsque j'étais en formation, il y avait un public essentiellement féminin parmi les
les gens qui étaient là pour devenir analystes. Et je dirais, nous étions en général une quinzaine, et sur la quinzaine que nous étions, bon, il y avait 14 femmes en gros, et sur les 14 femmes, il y en avait bien 7 ou 8 qui avaient été abusées par un oncle, un père, etc., ou un voisin. Enfin voilà, c'est monnaie courante. Et donc, nous vivons vraiment une époque formidable, je dirais. Par rapport à ça, bon, on voit bien que le féminin est constamment malmené, constamment, mais ça, c'est lié à notre période et à notre époque. Mais je vais en parler un peu plus loin, justement, quand je vais essayer de changer de. Le rêve, ben, c'est un petit peu ce dont on vient de parler. Le rêve est une création virtuelle de séquences qui interviennent lorsque notre partie consciente est au repos à l'arrêt. Donc, ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu. Il est le produit de notre inconscient qui, si l'on rentre dans le processus d'analyse, fournira des informations et matériaux sur l'état des processus en cours dans l'inconscient. D'où l'intérêt d'analyser les rêves au fur et à mesure, lorsqu'il y a un travail, bien entendu, d'analyse de rêves, le travail personnel et transpersonnel, il faut vraiment les analyser au fur et à mesure. Alors, les rêves ne sont pas le produit du cerveau, ne sont pas le produit de la conscience, quoique ça c'est un autre domaine. Est-ce que notre conscience est vraiment localisée uniquement dans le cerveau? Je ne crois pas, pour ma part, mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Alors, par le produit du cerveau, mais le produit de notre inconscient qui se sert de matériaux de notre histoire personnelle pour illustrer des problématiques profondes. De temps à autre, leur sens semble se complexifier et ainsi apparaissent les symboles. Les symboles proviennent de l'inconscient collectif. Alors, je vais peut-être pouvoir parler un petit peu du symbole. Le symbole, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Par exemple, on va rencontrer, je pense à ma fille qui avait fait un rêve lorsqu'elle avait 7 ou 8 ans, dans lequel il y avait un cerf. Et effectivement, pour elle, le cerf, bon, elle connaissait l'animal, hein, elle en avait peut-être vu dans les Pyrénées ou autre chose, mais ça ne lui parlait pas plus que ça, hein, si ce n'est que le cerf était magnifique, etc. Donc, nous avons dû travailler un petit peu. Qu'est-ce que peut évoquer le cerf pour toi comment dire, dans le questionnement, hein. Je n'analyse pas forcément tous les rêves de ma fille, mais vous imaginez que quand on a un analyste de rêve à la maison, les rêves de ma femme et de ma fille, de temps en temps, se retrouvent sur la table. Donc, on en discute, on en parle, on ne fait pas vraiment des séances d'analyse, mais on fait un revisite, on fait des ateliers, on se permet de faire des ateliers entre nous et c'est très ludique pour l'enfant et c'est passionnant. Donc voilà, le symbole, c'est quelque chose qui est, contrairement au signe, le signe, on le pige du premier coup. Le symbole, il faut gratter un petit peu quand même. C'est un truc qui n'est pas forcément, donc là, on est obligé d'aller voir. Et le symbole, souvent, tous ces symboles sont souvent communs, c'est-à-dire qu'ils proviennent de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, il s'agit un petit peu de, comment dire, d'une mémoire commune de l'humanité. C'est une mémoire commune de l'humanité. Donc, effectivement, c'est là où vont se promener ce qu'on appelle les archétypes, les symboles, les archétypes, etc. Donc, c'est un peu comme une gigantesque bibliothèque dont l'inconscient va aller piocher un petit peu des matériaux qu'il va piocher pour glisser dans nos rêves. Et effectivement, on a tous peur des araignées, on a tous peur des serpents, donc voilà, ce sont des choses, on va dire, des choses un petit peu communes, mais quand même voilà, on pourrait faire des dictionnaires de symboles, j'en ai un aussi, hein. Donc je m'en suis servi au début, puis au bout d'un moment, j'ai dit non, surtout pas, arrête de t'en servir parce que ça dénature le propos. Et sur les symboles, il suffit de questionner le rêveur. Et le rêveur, s'il a rencontré ce symbole, c'est que forcément, ça lui est adressé. Donc, c'est lui qui a la clé, c'est pas l'analyste. Voilà. On va zapper un petit peu, je vais aller un petit peu plus vite. Donc là, nous allons voir, voilà, ce qui est valable pour un individu est aussi valable pour un collectif. Donc ça, c'est une phrase très importante pour moi. Et un bon analyste de rêve est quelqu'un qui se tient au courant de l'actualité, de la géopolitique de notre monde, qui se doit d'avoir un petit peu comment dire, de la curiosité sur nos modèles économiques, nos modèles sociaux, nos modèles politiques, nos modèles démocratiques. Voilà, on doit s'intéresser à notre société puisque les gens que nous accueillons dans nos cabinets, c'est comme nous, hein, ils proviennent de cette société. On évolue tous dans un milieu et donc, voilà, c'est important aussi d'avoir vraiment les pieds sur terre et de voir vraiment ce qui se passe, quoi, en lien avec le réel. Donc, consulter les médias, regarder un petit peu tout ça. Bon, alors ça, c'est une carte assez intéressante qui va nous donner un petit peu les clés. Donc voilà, nous avons une ligne droite au milieu qui sépare le schéma en deux. Tout à fait en haut, nous avons la partie consciente, c'est-à-dire c'est ce qui me permet de vous parler en ce moment, et c'est ce qui nous permet d'échanger.
la persona qui est notre masque sociétal. Donc, on va revisiter tout ça. À la limite, je reviendrai de temps à autre sur cette carte. Donc là, c'est vraiment les grands principes des figures de la psyché, la partie consciente et la partie inconsciente. Et on voit que la partie inconsciente, elle n'est pas à l'échelle, malheureusement. Il aurait fallu que j'ai une feuille immense. La partie consciente est bien plus petite que la partie inconsciente. Donc nous avons toutes ces figures de la psyché qui sont aussi des archétypes et qui sont la persona, le moi, le soi, l'anima animus, l'ombre, et ensuite les inconscients familiaux, collectifs, etc. Je vais avancer, on va aller un peu plus vite. Donc là, nous allons commencer par le moi. Alors, le moi. Le moi est doté d'un pouvoir, d'une force créatrice, pardon. C'est une conquête tardive de l'humanité que nous appelons volonté. Ça, c'est une phrase de Carl Gustav Jung. Il faudrait concevoir le moi tout comme un réceptacle. Voilà, quelque chose qui peut être dans lequel il peut y avoir des choses. Quelque chose de creux et qui peut être occupé. Qui peut se remplir de l'influence des autres figures de la psyché. Il est nécessaire et fondamental. Il est la partie consciente de l'individu. Il peut néanmoins se transformer ou être la victime de deux principales pathologies ou deux principaux états. Une déflation qui amènera à des périodes de crise, dépression et des états de destruction, dissociation, schizophrénie, démence. Là, c'est vraiment quand on ne va pas bien, c'est vraiment on est en crise, on est en déprime, c'est la dépression, on a tendance à se dévaluer, etc. Là, le moi étant en déflation. Il peut également grossir, enfler et devenir énorme, ce qu'on appelle avoir la grosse tête. C'est une très belle image. C'est le processus d'inflation du moi qui amène à la sensation de toute puissance sur soi et envers les autres. Dans la symbolique, le moi peut être associé au diable, appelé souvent dans le texte religieux le malin. Ça, c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai. C'est vrai que le moi, pour ceux qui ont eu des enfants, à partir de 3, 4, 5 ans, l'enfant commence à dire moi, je. Ben, c'est le moi qui est en formation et c'est nécessaire. Le moi est nécessaire. Sur certains cas d'autisme, par exemple, certains autismes, certains cas, parce qu'il y a vraiment une multitude de cas dans l'autisme, hein, l'autisme en général, c'est quand le moi n'est pas assez bien formé, le moi est un peu poreux. Vous voyez là. Donc l'enfant a du mal, je parle pour les enfants autistes, ils ont du mal à séparer leur véritable être, leur être profond, leur personnalité avec l'extérieur. D'où la dissociation. Alors, je parle de règle vraiment générale, puisque bon, l'autisme c'est particulier, je ne m'y frotterai pas. Hein. C'est juste pour illustrer le propos. Que dire l'inflation du moi, ben, c'est le mal du siècle. Hein, c'est le mal du siècle et c'est le mal depuis c'est le mal de l'humanité depuis, je dirais, depuis l'aube de l'humanité, quoi. Depuis peut-être, je ne sais pas moi, Homo sapiens, 35 000 ans, un peu plus. Voilà, quoi. Nous le voyons, l'inflation du mois, pour illustrer le propos, ce sont les hommes politiques, hein, ce sont les chefs d'entreprise, pas tous, hein, mais voilà, on est vraiment dans quelque chose de générique. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire, Patrice, que du coup, ça vient dès l'instant que l'homme a pris conscience du soi? Justement, c'est parce que quand on est en inflation du moi, le soi n'est pas pris en compte. Le soi n'existe pas, si vous voulez. Et donc, le moi a tendance à se prendre pour le soi. D'accord. Tu vois, c'est exactement quand on voit par exemple notre président actuel, je cite la presse, et je ne me permettrai pas d'émettre un jugement sur cet homme, sur notre président, mais il s'est fait appeler lui-même Jupiter, quand même. C'est quand même très intéressant, quoi. Jupiter étant la planète la plus influente et l'une des plus grosses du système solaire. Mais ce n'est pas le Soleil. Le Soleil pourrait être le soi et Jupiter pourrait très bien être un moi qui est une planète gazeuse et qui est énorme, qui prend de plus en plus de place. Nous voyons ça, moi, à chaque fois que je regarde des débats politiques à la télé, je me marre parce que c'est le jeu, quoi. C'est le jeu JEU, mais c'est aussi le jeu JE. C'est très drôle de voir tous ces hommes politiques qui sont, oui, j'ai raison, etc. C'est moi qui détiens la vérité. Et effectivement, le soi n'est pas du tout pris en compte et il y a beaucoup comment dire, tous les êtres humains hein, sont susceptibles d'avoir une inflation du moi. Moi, j'ai eu une très grosse inflation du moi, je peux en parler, en qualité de musicien à un moment. Voilà quoi. On est toujours une quinzaine sur Bordeaux à être un peu
des gens qui jouent bien de notre instrument. On a une petite, voilà, et ça nous monte très vite au cerveau et on peut avoir très vite ce que j'appelle le casque lourd. Donc c'est un processus malheureusement banal, quoi. Je veux dire, d'une banalité, c'est très humain. Mais parfois, ça peut prendre des proportions vraiment insensées. Et quand ce sont des gens qui ont du pouvoir, ça peut nous mener ça peut mener un collectif à la catastrophe. Mais je dirais, ben, ce sont peut-être des choses qui sont faites pour que les gens prennent conscience de ça, quoi. Il y a beaucoup des gens en inflation du mois, il y en a énormément. En général, on les repère, ils n'ont pas d'humour, ils n'ont pas d'autodérision, ils savent tout. Voilà, quelqu'un qui prend beaucoup de place, quoi. Les énergéticiens, on pourrait dire, ce sont des vampires énergétiques, mais c'est une belle image, c'est exactement ça. Donc, on est tous, et si vous voulez, homme ou femme, hein, voilà. Si une femme est en inflation du mois, ça va être sa partie masculine qui est en inflation plutôt, parce que c'est pas un féminin en inflation, euh, quelque part ça n'existe pas, mais c'est quand un féminin est en inflation, c'est la partie masculine qui est en elle, qui est en inflation. C'est l'animus, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, non? Ah, exactement, alors c'est l'animus, hein, je vais voir justement bien après, tac, j'avance, tu vois. J'en parlerai peut-être après. Voilà, là, je vais parler de la persona. On en parlera tout à l'heure de l'animus. Parce que, voilà, j'ai mis la persona parce que la persona, c'est le copain du moi, quoi. Ils sont vraiment cul et chemise. La persona désigne ce que chacun représente pour lui-même et pour son entourage, mais non ce que chacun est. Ça, c'est une phrase de Jung. C'est la partie visible de la psyché répondant aux attentes des autres ou des convenances sociales. Équivalent du concept d'habitude chez Pierre Bourdieu, en sociologie, hein. La persona est très souvent symbolisée par un vêtement dans les rêves, un manteau, ou tout symbole qui habillerait notre personnalité. Elle nous définit aux yeux des autres et, si on décide de lui donner trop d'importance, elle peut participer à une inflation du moi. Alors, j'ai mis un petit peu des équivalents, c'est l'ordre, l'autorité, l'éducation, l'héritage familial, culturel, ça c'est vraiment la persona, hein. Notre éducation très importante, un rôle que l'on se donne, l'image travaillée, c'est un masque de théâtre, il faut l'accepter et négocier avec elle. Donc, contre ça, pour pouvoir négocier avec elle, il faut le meilleur concept, c'est l'humour et l'autodérision. Alors, la persona, c'est quelque chose, c'est une figure de la psyché qui est essentielle, c'est ce qui nous permet de vivre en société. Tout à l'heure, par exemple, nous étions entre nous. Je sortais de table et j'avais une chemise à carreaux rouge, etc. Et j'ai dit sur le ton de la plaisanterie, tiens, mais je suis habillé en bûcheron, bon, ça ne va pas faire très sérieux pour l'émission de ce soir. Donc j'étais me mettre un pull, je suis le premier pull qui m'est tombé sous la main, voilà. Donc peut-être que je suis habillé en analyste de rêve ce soir, voilà. Mais ça fait pas, c'est la persona, si vous voulez. Lorsqu'on travaille, je ne sais pas, lorsque nous travaillons dans l'immobilier, il y a une tenue, il y a un langage, il y a des codes qui sont en corrélation avec ce domaine. Si on travaille dans le secteur bancaire, c'est pareil. Si on est médecin, c'est pareil. Si on est marin-pêcheur, c'est pareil. Vous voyez, donc c'est vraiment, voilà, c'est le masque, c'est le manteau que nous nous mettons. Voilà, pour les soirées de Noël, tout le monde a une cravate qui clignote, on s'habille bien pour voir la famille, etc. C'est la persona. Donc, on a besoin de ça. Mais par contre, cette persona, c'est pas vraiment nous. Et très souvent, moi, j'ai lu pas mal de textes là sur Internet, là, il y a pas longtemps. Je voyais beaucoup de textes qui disaient oui, pour faire, il faut accepter de travailler son ombre, il faut aller profond, etc. Alors c'est vrai, oui, mais moi, j'ai rarement vu dans mes analyses que j'ai fait avec mes rêveurs, très souvent, ce qui vient en premier, c'est pas visiter l'ombre, c'est plutôt la remise en question de la persona. C'est ce qui vient en premier. Puisque l'ombre, effectivement, la persona est vraiment le contraire et l'opposé. La persona est vraiment dans le mode conscient, hein, et l'ombre se situe dans l'inconscient. Donc, c'est vraiment deux pôles qui vont jouer entre eux. Et très, très souvent, Jung le dit aussi, dans pas mal de bouquins, on en parle. Voilà, il faut arrêter avec ces histoires de lâcher prise, de traverser l'ombre, etc. Oui, ça arrive. Mais ça commence rarement par là. En fait, c'est la remise en question de la persona. Dans les rêves des gens, très souvent, on va, si la personne a un travail qui est prenant, par exemple, ou un travail qui n'est pas en adéquation avec comment dire, son véritable être. Moi, je vais prendre moi, pour exemple, ça va être beaucoup plus simple. J'ai travaillé pendant 2 ans, nous avions des problèmes d'argent. J'ai dû travailler dans le monde de la sécurité, qui est un monde très intéressant. J'ai rencontré des gens formidables, et ce sont des gens qui ont beaucoup de courage. Et contrairement à ce qu'on peut croire,
dans ce domaine, on cherche des gens avec des têtes bien faites. Alors, c'est rarement le cas parce que forcément, c'est très mal payé et les gens intelligents vont peut-être aller travailler ailleurs. Mais tout ça pour dire que ce travail sur la sécurité, ça m'a permis de voir un petit peu quelle était l'influence que je pouvais être tout en étant habillé en agent de sécurité. Voilà, je travaillais énormément dans une grande surface de bricolage de la région bordelaise. Et effectivement, moi qui suis quelqu'un de très gentil et de très plutôt bienveillant, etc., je voyais certaines fois des regards qui étaient surpris par comment dire, j'étais jugé essentiellement par l'uniforme que je portais, effectivement. Et c'est très intéressant de voir ça, de voir un petit peu quelle projection les gens peuvent faire sur votre image. Quand on est habillé en agent de sécurité, hein, on est habillé en vigile, c'est pas ce qu'il faut dire, mais c'est comme ça, dans la tête de tout un chacun. Et le vigile est forcément un abruti et quelqu'un de brutal. Et ça, c'est un petit peu dans la norme dans la société. Et j'ai beaucoup joué avec ça, ça m'a beaucoup fait rire. C'était très, 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 très drôle. Donc, ça fait partie, voilà, tout ça pour vous dire, voyez ce que ça peut donner, quoi. Et donc, la persona n'est pas nous, mais il s'est avéré que j'ai reçu des rêves et qui m'ont annoncé au bout de 2 ans d'activité. Je travaillais pour une boîte exceptionnelle qui a fermé malheureusement, avec des gens fantastiques. Et mes rêves m'ont dit que si je continuais dans cette voie-là, j'allais dans le mur, quoi. Donc, j'ai vite arrêté cette activité et j'ai gardé des très bons contacts dedans. Et voilà, c'est une très, très belle expérience pour moi. Voilà, qui n'a pas été évidente, mais c'est une très belle expérience. Tout ça pour dire que voilà, je n'étais pas fait pour ça. Mes rêves me l'ont signifié au bout de 2 ans. Voilà. Et bon, voilà, on reparlera du mois un peu plus tard. Justement, alors on était en train de parler de la persona. Maintenant, son pendant, on a vu le petit schéma, qui est vraiment de l'autre côté, c'est l'ombre. C'est vraiment les opposés. Alors l'ombre, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Une phrase de Jung. Alors, c'est l'exact inverse de la persona. Je dirais c'est même complémentaire à tout ce qui a été refoulé dans l'inconscient. Voilà, l'ombre, c'est ça. Celui que l'on ne connaît pas, l'autre de nous-mêmes, celui qu'on n'a jamais reconnu. Lors d'un passage à l'acte, c'est la part d'ombre qui se dévoile à travers la pulsion. Néanmoins, l'ombre, si elle est reconnue et prise en compte, amène au changement. Elle est donc un réservoir de potentialités non connues. Dans les rêves, en général, l'ombre, ce sont plutôt des personnages flous, sans visage, mal définis, qui sont généralement du même sexe que le rêveur ou la rêveuse. Symbole parlant, punk intérieur. Alors ça, c'est un petit peu ma patte. Hein. Je raconte toujours l'histoire d'un banquier d'affaires qui aurait bien voulu être guitariste de punk et il n'a jamais voulu voir ça. Il est très malheureux, ça le rend vraiment malheureux. Et donc, il se débrouille quand même pour pouvoir pratiquer son art de guitariste de punk et ça va permettre de rééquilibrer la sauce. Donc l'ombre, c'est ça. Alors il y a souvent des méprises dans certaines écoles jungiennes où l'ombre est confondue avec la totalité de l'inconscient. Alors c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc il ne faut pas se tromper. Une fois de plus, lorsqu'on analyse des rêves, si on tombe dans cet écueil, ça peut dénaturer le rendu de sens de l'analyste et il faut faire très attention. L'ombre, c'est l'ombre. Voilà, c'est un personnage voilà, qui peut être, qui a du mal à se dévoiler. En général, quand on rêve d'un personnage que l'on connaît, un personnage de notre famille, c'est jamais l'ombre, puisque l'ombre n'est pas nommée en général. Donc là, si on reconnaît l'oncle Édouard ou la tante Albert, ben non, ce n'est pas l'ombre, ce serait plutôt la persona, ou alors, avec le questionnement, on va voir qu'il s'agit peut-être du moi ou d'autre chose. Mais voilà, donc l'ombre est généralement du même sexe que le rêveur. Et l'ombre et ne pas confondre avec la globalité de l'inconscient qui, on l'a vu, il y a l'animus ou l'anima suivant le sexe de la personne. Voilà. Donc, faire très attention à ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes qui circulent avec rencontrer son ombre, même dans le chamanisme et tout ça. Bon, voilà, moi, ça me fatigue un peu, quoi. Donc, le travail, il n'est pas là, quoi. Il faut se mettre en selle et puis on voit. Moi dans mes expériences de rêve, j'ai déjà dit l'ombre, ce n'est pas au début qu'on la rencontre. L'ombre est rencontrée quand le moi est OK pour la rencontrer. Et donc, il faut quand même quelques rêves, il faut quand même un peu avoir pratiqué peut-être 5-6 rêves ou une dizaine pour commencer à être confronté effectivement à des figures d'ombre qui sont relativement, qui peuvent un peu comment dire,
secouer le moi. Donc, comme l'analyse de rêve est quelque chose de très doux, quelque part, d'éthique, je ne parle pas moi de ma méthode, je parle des rêves qui sont transmis à l'inconscient. Le soi prend toujours, et ça c'est vraiment fantastique, prend toujours soin de dire les choses avec délicatesse et avec délicatesse et avec une grande classe et avec une grande subtilité. Voilà, nous sommes dans une analyse de rêve, mais pas un match de rugby, quoi. C'est quelque chose de très subtil, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des analystes qui ont tendance un peu à être un peu bourrins et c'est un petit peu dommage parce que voilà, ils risquent de faire fuir leur clientèle, quoi. Donc voilà, on va continuer. L'ombre, qu'est-ce qui vient après? L'animus anima, très important. Pendant inverse à notre identité sexuelle, masculin-féminin. Pour les femmes, donc c'est le pôle inconscient masculin qui est en elles. Et pour nous les hommes, c'est un pôle inconscient féminin. Alors, ça c'est très comment dire, réducteur, là, ce qui va suivre. Ce sont les grandes lignes. Le masculin, le symbole du masculin. Je ne parle pas je parle pas de nous les hommes, je parle du masculin en règle générale. Le masculin qu'on rencontre dans les mythes, dans les contes, dans les rêves, etc. Le masculin, c'est le logos, l'intellect, l'action, ce qui va amener à la civilisation, également à la culture. Le féminin, c'est l'éros, donc l'amour. C'est le domaine de l'intuition, de la création, des arts, de la relation à l'autre. Et pour être un être parfaitement, enfin parfaitement, ça n'existe pas, mais pour être un être abouti, ou si nous étions Bouddha, par exemple, ben Bouddha, je pense à Milarepa, par exemple, qui est un Bouddha tibétain, j'ai étudié ce mythe il y a quelques années, ou même on peut voir plus près de chez nous le Christ. Le Christ a des côtés féminins dans sa représentation et dans toute l'histoire du Christ, dans les évangiles. Il est très féminin, c'est-à-dire qu'il est ouvert à la relation à l'autre, son esprit communautaire, etc. Ses intuitions, on n'en parle même pas, sa créativité, etc., l'amour de l'autre. Donc il y a beaucoup de traits féminins dans le Christ. Effectivement, quand il fout dehors les marchands du temple, là on est dans quelque chose de masculin. Le masculin, c'est aussi ce qui nous aide à l'action. Alors, pour nous les hommes, le plus dur est de prendre contact avec ce pôle féminin et à lui laisser la place qu'il convient, c'est-à-dire une place pas trop importante, mais importante quand même, tout en vers l'équilibre. Donc, il faut écouter notre petite voix intérieure. Moi, je suis musicien et quand je joue, si je joue du jazz et que je dois faire un chorus sur un thème, eh bien, effectivement, mon intuition et comment dire, comment dire ça, je vais être en rapport avec ma partie féminine qui va être source d'inspiration. Pour nous, les musiciens, la source de notre inspiration, c'est la muse, donc qui est un très beau symbole de la mythologie. Voilà, lorsque j'ai fait une imagination active, effectivement, j'ai rencontré ma part féminine qui était ma muse, quoi. C'est la plus belle rencontre de ma vie. Je parle de ma vie symbolique, hein, de ma vie dans l'analyse. Mais c'est très intéressant, quoi. Donc voilà, et notre société actuelle, on pourrait dire que notre société dans laquelle nous vivons est une société de masculin en inflation. Nos hommes politiques sont tous des beaux mâles en inflation, du masculin, hein, et donc qui sont très très peu connectés à leur part féminine, et c'est catastrophique, quoi. Et tout notre modèle sociétal repose là-dessus, c'est-à-dire le monde néolibéral, le monde de la bourse, le monde des affaires. C'est qu'une suite de choses de domination, de dépasser l'autre, de prendre les richesses à l'autre. Et la règle, c'est ça, c'est vraiment combien tu gagnes par an, combien tu pèses. Voilà, lorsque nous rencontrons quelqu'un dans un mariage qu'on ne connaît pas, un lointain cousin ou de la famille autre, on donne toujours son rôle social. Ben, vous faites quoi dans la vie? Eh ben, on va dire, je suis agent immobilier, je suis policier, je suis médecin. Voilà. Vous voyez bien tous les symboles, vraiment, nous vivons vraiment une période, et ça depuis longtemps, hein. Nous vivons vraiment une période très très compliquée où vraiment le symbole, c'est le masculin en inflation. Là, j'ai une idée qui me vient, je me rappelle à l'époque où il y avait, sous le gouvernement Sarkozy, Rachida Dati qui venait de mettre au monde sa fille et qui disait devant la caméra, toute guillerette, ah ben, je reprends le boulot de suite, etc. Ça choquait personne.
Alors, je ne veux pas dire du tout que le rôle des femmes, c'est de rester à la maison. Hein. C'est pas du tout, il n'y a pas plus féministe que moi. Mais pas féministe, mais disons que pas plus. Voilà, moi, je défends vraiment ce pôle féminin là qui est sur notre écran. C'est ça que je défends, quoi. Et vous voyez que notre société est vraiment. C'est Vas-y. au-dessus du féminin, là, c'est du maternel. Donc, Très bien vu. normalement si on doit rester soi-même, Oui, 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 bien sûr. Mais c'est exactement ça, tu l'as bien dit. Voilà, c'est du bon sens et ce sont des valeurs de cœur. Je veux dire, là, en ce moment, on est en train de nous dire que les hommes doivent participer, du moins pendant les premiers mois, à être avec pardon, hop, à élever leur enfant et tout. Mais bien sûr que oui. Enfin, moi comme quand j'étais intermittent du spectacle, je travaillais essentiellement le week-end et je me suis occupé de ma fille et ça a été un grand bonheur. Voilà, oui, j'ai dû changer les couches, donner des bibis, etc. Je l'ai eu fait longtemps. Et je veux dire, il y a beaucoup de gens beaucoup d'hommes qui n'auraient pas été capables de le faire, peut-être. Mais voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Et moi, je pense que les rôles doivent être mutualisés, doivent être partagés avec l'accord des parties, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Hein. Moi, j'ai des copains qui auraient été incapables de changer une couche. Et voilà, bon, moi, je l'ai fait, ça m'a vraiment bien rapproché de ma fille et c'était super, quoi. Et je veux dire, c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a enrichi. Donc après, c'est pas valable pour tout le monde, mais bon, voilà, pour moi, ça a été, j'ai pu le faire, je l'ai fait, ça a été une très belle expérience. Donc nous étions voilà, sur nous les hommes et le difficile rapport que nous avions avec notre anima, notre muse intérieure, qui est quelque chose quand on la rencontre, qui est un personnage ô combien intéressant et attachant. Moi, ça a été vraiment super de rencontrer mon anima. C'était super intéressant. C'est vraiment, en plus, c'était mêlé à un mythe, au mythe d'Ulysse. J'ai rencontré ma Pénélope intérieure. Je ne pensais pas du tout à ça au début. Enfin, bon, vraiment, les symboles sont arrivés à moi. J'ai dû les décrypter. C'est super intéressant. C'est vraiment super, quoi. Maintenant, passons à vous, mesdames, parce que c'est le plus important de- de- dans notre soirée, quoi, le féminin et les femmes en général. Donc, on a vu les roses, l'intuition, la création. Et c'est vrai que le problème des femmes de notre temps, je dirais, c'est le rapport qu'elles entretiennent avec. Alors, c'est un rapport inconscient. Donc, c'est pas la peine de venir me voler dans les plumes comme une fois à une conférence. J'ai une féministe qui a déboulé, qui était mais on parle de la même chose. Mais calmez-vous, madame, on voit bien que votre animus est à fleur de peau. Et on disait la même chose et elle n'avait pas supporté qu'un homme prenne la défense du truc. Donc, c'était assez marrant d'ailleurs. Et voilà, le problème est que, comme toutes les normes sociales et les normes sociétales et même les normes religieuses et souvent les normes spirituelles ont été établies par les hommes, eh bien, l'inconscient des femmes est aussi pollué par ça. Et c'est vraiment très, très compliqué, quoi. C'est vraiment le drame de notre société. Et ça viendra petit à petit et c'est en train de se résorber parce que, enfin. Et donc, c'est vrai que l'animus chez les femmes, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué à gérer parce que parfois, il prend le dessus et à juste titre, hein, souvent. J'insiste sur le fait que ce sont des réactions inconscientes. Hein. Jung était très, très misogyne, il faut le savoir. Tiens, j'ai dit il faut savoir, désolé. Mais ce sont ses écrits. Voilà. Il était très misogyne, il était très dominateur. Et c'est vrai on peut lire dans ses livres, dans certains de ses écrits, que vraiment, les femmes n'étaient pas capables d'avoir un seul animus dans les rêves. Très souvent, c'était des groupes d'hommes, etc. Enfin, il a écrit vraiment des saloperies. Je suis désolé, mais voilà, quoi. C'est vraiment des choses de son temps. Donc, vous avez vu les dates. Et nous étions en 1920. La condition de la femme elle n'avait pas encore le droit de vote. Et puis, c'était très compliqué pour une femme d'avoir un métier, elle était plutôt, il fallait qu'elle reste à la maison à s'occuper des enfants, quoi. On en était encore là et on en est encore là très souvent aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc c'est très compliqué. Moi, souvent, chez mes rêveuses, bon, voilà, comme je suis quelqu'un qui a de l'humour, on arrive à dédramatiser la situation et les rêves qui me parviennent, enfin qui nous parviennent, hein, sont souvent teintés d'humour et ça permet de dédramatiser ça. Mais voilà, les femmes vont devoir peu à peu, si elles font un travail jungien, le soir va leur donner la voix pour effectivement pour faire la paix avec cet homme intérieur.
Et il y a beaucoup de femmes, je pense à quelqu'un, nous avons fait une très belle analyse de rêve il y a quelques jours, là, avec quelqu'un que j'ai suivi pendant 1 an à peu près. Et elle a reçu un rêve charnière où elle était, durant sa vie de femme, elle a été victime de plusieurs hommes qui l'ont manipulée, qui l'ont dominée. Euh, et là, en fait, ce rêve venait signifier justement sous la forme d'un couple qui représentait le soi, bien entendu, un homme noir et une femme blanche. Donc, il y avait le noir et le blanc, hein, l'union des deux. Et c'était très beau, ça se passait dans un jardin magnifique. Et c'était très beau de voir ce symbole arriver qui arrivait pour réparer l'image qu'on peut avoir du masculin, parce que c'est vrai qu'elle avait une image du masculin de par son parcours de vie, hein, son parcours de femme. Elle avait été vraiment abîmée durant toute sa vie par quantité d'hommes. Et effectivement, ce rêve arrivait en réparation en lui disant, mais tu vois, le masculin, ça peut aussi être ça peut être aussi quelqu'un, dans le rêve, l'homme en question était un très beau noir, magnifique, il n'y avait aucune connotation sexuelle ni quoi que ce soit. Et il venait en couple, de plus, le soi était représenté sous forme de couple, avec aussi bien du masculin que du féminin. Et les deux étaient très importants, quoi. Un noir, une blanche, ben, c'était le yin et le yang, bien entendu. Ça pouvait être les couleurs de l'alchimie, du damier, etc. Enfin, bon, ça rejoint plein de symboles. On a exploré ses propres symboles et c'était intéressant, quoi. Donc voilà, donc, malheureusement, les femmes de notre temps sont aussi abîmées que les hommes par une société qui est une société qui pourrait être représentée sous la forme de masculin en inflation. Voilà, tout simplement. Donc, Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une minimisation de la part anima, c'est-à-dire de la part féminine que l'homme a, et une augmentation de la part masculine, c'est-à-dire l'animus de la femme. tout à fait. Bon. Tout à fait. Quand on prend par exemple les féministes, moi j'ai des copines féministes, alors donc on s'engueule des fois, bon, ce sont des amis, donc on est entre nous, on est autour d'un verre et il n'y a pas de souci. Mais de suite, elles rentrent dans des colères et de suite, elles le prennent. Alors, la cause est juste, elle est noble et je la défends. Il n'y a pas de souci pour moi. Nous, à la maison, je vis avec 2 femmes. J'ai ma femme et ma fille. Donc, je suis en minorité, je veux dire, chez moi. Mais ça se passe très bien, quoi. Je veux dire, les tâches sont partagées, elles sont même pas, c'est même pas envisagé. Je veux dire, moi, je fais un truc, je ne vais pas demander. Ça se fait naturellement, si vous voulez, c'est un ordre naturel. Moi, je ne suis pas quelqu'un de misogyne, je n'ai jamais été là-dedans. Donc, bon, mais je reconnais que la société est vraiment le modèle, c'est ça, quoi. Moi, j'ai même rencontré des gens dans mon travail, dans mes anciens travails, quand j'étais notamment agent de sécurité, la directrice de la grande surface dans laquelle je travaillais s'est présentée à moi. Bonjour, je m'appelle, etc. Je ne dirai pas le nom. Et j'ai choisi, et elle me sort ça, je ne la connaissais pas, hein, c'est vraiment, ah, vous êtes de nouvelle agent de sécurité, bonjour, eh bien écoutez, sachez que moi, je n'ai pas d'enfant, c'est volontaire, je mets tout sur ma carrière, etc. Et waouh, je veux dire, bon, c'est son choix, hein, très bien, moi je respecte, hein. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait lourder au bout de 2 ans comme une malpropre parce que ben, le système de la grande distribution est un système totalement impitoyable, tout comme le monde de l'entreprise en France, des grandes entreprises et grandes enseignes, où c'est un monde sans foi ni loi, quoi. Je veux dire, on a beau sacrifier sa vie, on a beau passer 20 ans chez Carrefour, et au bout de 20 ans, vous pouvez vous faire lourder du jour au lendemain, sans aucun problème, hein. Je veux dire, voilà, on en est là, quoi. Donc, voilà, et donc c'était vraiment. En plus, elle avait un prénom, bon, je ne le dirai pas, mais elle avait un prénom qui exprimait le contraire. Donc, elle était espagnole et c'était très intéressant. Enfin, voilà, quand on est jungien, il y a des symboles comment dire, des synchronicités ou des symboles que vous voyez qui sont incroyables. Donc voilà, en gros, bon, on verra avec les rêves. On essaie d'avancer, Patrice. Ouais, on avance, crac. Je suis arrivé. Si on arrive au soi, c'est bon là. Ah ben voilà, après on va avoir fini. Voilà. Donc c'est le plus important. Alors le soi. Mon âme et ma conscience, voilà ce qu'est mon soi, sans lequel je suis inclus comme une île dans les flots, comme une étoile dans le ciel. Carlos Salim. Alors le soi, c'est justement au début de notre émission, tu as parlé de Dieu. Eh bien, Jung, il n'a pas utilisé le mot Dieu, mais il a remplacé par le mot soi. En fait, c'est grâce à ça qu'on a c'est grâce au fait que Jung avait eu quelques problèmes avec des religieux, on va dire, que le terme soi est arrivé. C'est à la fois le centre de la totalité de l'individu, à la fois le centre et la totalité, j'ai mis deux, ouais, c'est pas très heureux. Dans différentes cultures, les Upanishads yoga en Inde, le Christ chez les chrétiens, le Bouddha, le Tao en Chine, voilà.
Le soi, donc c'est la transcendance, c'est le divin qui est en nous, l'imago Dei, l'image de Dieu, l'âme, l'amour. Principe ayant été à l'origine de toutes les religions, spiritualité intime, le soi, c'est une spiritualité intime. Il faut en avoir fait l'expérience pour pouvoir en parler et surtout accepter que sa perception, sa présence et sa révélation sont différents et uniques pour chaque individu. Problème de l'époque, difficulté dans la relation au soi, ça c'est quelque chose dans le transpersonnel, et la perte du sens sacré de la civilisation et culture occidentale, où l'athéisme est de rigueur et où la religion aussi est de rigueur, parce que le fondamentalisme religieux, l'islam rigoriste, catholique, intégriste, secte, etc. Donc le soi, voilà, c'est quelque chose. Moi, j'ai une belle image j'ai lu beaucoup d'écrits sur le soufisme, sur l'islam et le soufisme, donc qui est l'antithèse de l'islam radical. Et on s'aperçoit, même dans le Coran, je crois qu'on donne 80, Dieu à 99, peut avoir, enfin, à 99 noms différents. Et le chiffre 99 chez les Arabes, c'est le chiffre de la multitude. Donc ça veut dire que le soi, il peut être envisagé sous plein de formes. Et justement, si la religion musulmane ne veut pas interdit toute représentation, non seulement du prophète, mais également toute interprétation de Dieu, picturale, j'entends, ben quelque part, c'est pas idiot parce que c'est vrai que dès qu'on essaie de conceptualiser le soi, on va forcément se tromper. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé lorsque nous étions. J'étais en train d'écrire mon mémoire il y a quelques années là, pour mon mémoire d'analyste et justement, je parlais du soi dedans. Donc, bon, bref, j'avais fait un rêve fantastique avec une rencontre avec le soi et ma femme me disait, mais qu'est-ce que c'est le soi? Je ne comprends pas. J'ai dit, bah, t'as qu'à demander et puis dans un rêve, tu vas recevoir les réponses. Et le lendemain, on était à table au petit déjeuner, mais c'est marrant, j'ai rêvé d'un truc. Alors, j'ai rêvé que j'étais dans mon travail et au milieu de mon espace de travail, il y avait une espèce de temple, quelque chose de très sacré, quelque chose de très spirituel. Et je rentre dans cette. Donc, c'était comme une espèce d'abribus, un petit peu. C'est un truc en pierre, très beau, mais c'est pas très grand. Elle rentre là-dedans, elle s'attend à rencontrer un hôtel avec une divinité, avec quelque chose. Et à la place de l'hôtel, il n'y avait rien. Et j'ai trouvé cette image très belle. Je dis, bah, tu as ta réponse. C'est-à-dire que plus tu essaieras de coller une image et d'essayer de réfléchir à ce que peut être le soi, moins tu auras la réponse. Et c'est très intéressant. S'il y en a un qui parle pas mal de ça, c'est Krishnamurti, je trouve, qui vraiment, que j'ai eu du mal à lire pendant énormément d'années. Et dans le côté spirituel, c'est ça, quoi. Il faut arrêter avec les représentations, quoi. Il faut arrêter avec les statues, avec les idoles, c'est ce que disait le Christ d'ailleurs, hein. Dans la Bible, c'est le monde des idoles qu'il faut virer, quoi. Et donc, c'est vrai que même dans les églises, c'est pas Dieu qu'on représente, c'est le Christ, hein. L'image de Dieu, on l'a pas, quoi. Et cette image, elle est propre à tout un chacun. Donc le soi peut être, vous voyez, quand je parle au rêve, quand je faisais référence au rêve de ma rêveuse il y a quelques jours, ben, c'était un couple, c'était un beau métis, un homme noir qui était magnifique et une femme, une belle femme à côté, quoi. Ça peut être, dans certains rêves, ça a été un chien, ça a été un gâteau, pour moi, ça a été une abeille. Vous voyez, et donc, c'est comme si tout d'un coup, je prenais mon rêve. Moi, j'ai rêvé d'une abeille, hein, ma rencontre avec le soi, c'était vraiment une énorme abeille, magnifique. Et c'est comme si j'essayais de monter une religion avec ça. Je disais à tout le monde, bah, écoutez, moi j'ai eu la révélation, hein, je suis un prophète. Dieu m'a révélé, s'est présenté à moi sous forme d'abeille, donc j'ai monté un culte avec des abeilles et on va tous bouffer du miel, quoi. Donc je plaisante bien entendu, mais une religion, ça n'est comme ça en fait. Et donc voilà, il faut faire attention. Par contre, c'est très intéressant. Moi, j'ai étudié beaucoup de religions, mais je suis, suite à ma rencontre avec le soi, je suis vacciné contre les religions, je suis vacciné contre les sectes. Donc après, ça me permet toutefois d'avoir des amis. On a un ami dans la famille qui est prêtre, et voilà, et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà, et je peux discuter avec un rabbin, un imam, j'ai aucun souci avec ça, quoi. Simplement, il ne pourra pas me convertir puisque je suis libre de ça maintenant. Il a rencontré le soi, ben, voilà. Et le soi est le personnage central, et c'est lui d'ailleurs qui donne le sens au rêve. Et je dirais, c'est le scénariste et le réalisateur des rêves, le soi. Voilà. Donc, quand nous recevons un rêve, c'est un message du soi. Voilà, je pense que c'est. Il est un peu omnipotent. Et non, justement, alors justement pas. Omnipotent, non, ça c'est une représentation. Le soi ne juge jamais, il est pas, il est là, mais euh, moi très souvent, j'ai lu beaucoup de livres avec des histoires de guides, tout ça, vous voyez,
Il y a des livres très intéressants là-dessus. Pour moi, c'est une rencontre avec le soi, c'est notre guide intérieur, mais jamais il ne va nous obliger à quoi que ce soit. Il est pas possessif, il n'est pas. Non, non. C'est notre âme. Enfin, là, j'utilise encore un terme religieux, mais c'est quelque chose d'éminemment spirituel. C'est une partie de nous. Hein. C'est vraiment, voilà. Moi, ça, c'est ma croyance et ma conception de la chose. Je pense que le soi, c'est la partie. Euh, Lorsque nous mourons, lorsque nous quittons ce monde, le moi se dissout et ce qui reste, c'est le soi, mais dans l'autre dimension, si vous voulez. Donc c'est pour ça, le soi, il est dans une dimension atemporelle, une dimension parallèle où le temps ne compte pas. C'est pour ça que de temps en temps, on peut avoir des réminiscences. Alors les gens parlent de vie, vie antérieure, et c'est pas vraiment ça. C'est antérieur du point de vue du moi, mais du point de vue du soi, le soi peut très bien vivre plusieurs vies, plusieurs incarnations, en même temps de son point de vue à lui. C'est-à-dire que si on se met du point de vue du soi, on peut très bien avoir une vingtaine d'incarnations simultanées pour le soi, avec une incarnation, je suis un homme au Paléolithique, je suis une femme au Moyen Âge, je suis un homme à la Renaissance, etc. Du point de vue du soi, il va vivre tout ça en même temps. Et effectivement, si on se pose de la vie du moi qui est inclus dans une période, eh bien sûr, le moi va pouvoir parler euh, de vie passée ou future. Mais si on se met dans la position du soi, c'est pas évident, c'est un concept qui n'est pas évident. Mais Philippe et Guillaume en parlent beaucoup de ça et moi, ça me parle. J'ai vraiment sur le temps, sur les notions de temps, de passé, présent, futur, etc. Voilà, c'est très intéressant. Enfin, moi, j'abonde dans ces théories et ça me parle, quoi. Ça me parle beaucoup. Donc, effectivement, lorsqu'on a des images dans des rêves où on se voit à d'autres époques, c'est peut-être un bug dans la matrice qui fait que le filtre est un peu foireux et on a accès à un autre moi, mais avec le même soi. Voilà. Très bien. Ok. Bon, l'inconscient collectif archétype, on en a parlé déjà. Non, on va parler des archétypes. Bon, on va juste dire ça et après on rentre dans le vif, dans le truc un peu plus sympathique et interactif. L'inconscient collectif est la somme de toute expérience vécue par l'humanité, par les cultures anciennes et contemporaines. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. L'inconscient collectif pourrait être vu comme une banque de données, un réservoir d'informations dans lequel le soi, qui est personnel mais pas que, vient puiser pour illustrer et insuffler le développement de la conscience de chaque individu. Les mythes, les contes, les légendes sont les matériaux que les consciences individuelles ont révélés à d'autres. Ils sont des repères pour les hommes. En cela, les archétypes, c'est-à-dire vieux modèles, anciens modèles, se forment alors. Ils sont des forces spirituelles autonomes qui nous inspirent comme nous submergent. Les figures de la psyché sont des archétypes, c'est tout ce qu'on a vu, la persona, l'ombre, etc. Ce sont aussi des archétypes. Ils peuvent tomber dans l'oubli de l'histoire, mais être réactivés plus tard. Ils sont intemporels, équivalents au concept d'égrégore dans le mouvement New Age. Par exemple, lorsque j'étais enfant et que j'allais voir les Girondins de Bordeaux qui jouaient, quand on rentre dans le stade, on voit que il y a 25 000 spectateurs qui sont derrière leur équipe. Alors, ça paraît quelque chose de très bof et très banal, mais on sent l'énergie du truc. Voilà, même si on est, si en plus on est fan de foot, mais on sent que vraiment, on voit ça dans les concerts aussi, où vraiment toute l'intention, toutes les consciences sont focalisées dans un sens. On va voir Sting, par exemple, mais forcément, Sting va rayonner parce que tout le monde veut le voir rayonner. Et on sent là. Et que je vous assure que quand on est artiste sur scène, il m'est arrivé de jouer dans des concerts où il y avait pas mal de monde, dans des festivals, et que si vous faites votre solo et vous êtes applaudi, il y a quelque chose qui se passe. On sent quand même une vague d'énergie qu'on prend dans la gueule. Et ça peut être une drogue, d'ailleurs. On en a parlé notamment avec des amis guitaristes qui me disaient attention, ça peut être une drogue. Et on peut comprendre que c'est pour ça que beaucoup de musiciens tombent malheureusement dans cette facilité, enfin, c'est pas une facilité, dans ce travers qui, au contraire, c'est pas une facilité, c'est quelque chose de très dur à gérer. Un archétype qui surprend ou qui est inconnu deviendra alors un symbole qui véhicule un sens caché ou nécessite une certaine réflexion. C'est ce dont je parlais au début. Et on est arrivé à la fin. Donc, je peux arrêter de partager et on peut enfin se voir en vrai. Voilà. Ben écoute, Patrice, c'était extraordinaire. Franchement, on a appris plein de choses. Le côté interactif aussi. Alors bon, on voulait faire une demi-heure. Je ne sais pas combien on est là, mais on a fait une demi-heure hors taxe. La demi-heure bordelaise, on va dire. Du coup, pour les gens qui sont présents ce soir, est-ce que
parmi les personnes qui sont là, quelqu'un voudrait dire quelque chose ou réagir. Alors, en attendant, Patrice, moi, j'aurais bien une ou deux questions. Hein. Par exemple, je parle de moi. Alors, j'ai des rêves récurrents que je fais régulièrement et j'améliore le rêve à chaque fois. Et j'en ai d'autres qui souvent me donnent la solution. Le lendemain, je me réveille en me disant, ben ouais, c'est bon, je l'ai rêvé. Mais alors, des fois, c'est quand même vachement étonnant parce que je rêve de trucs que je n'ai pas connus. Et oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, je me pose des questions quand même. Voilà. Mais est-ce que ce sont des rêves qui te touchent? Ah ben carrément. Donc, voilà. Je n'arrive pas à solutionner. Et puis, 3-4 jours, ça gamberge. Ouais. Et puis, un jour, je me réveille, je dis, mais putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Parce qu'avant, j'ai eu la solution. Oui, mais de toute façon, c'est ça. Dans les rêves, lorsque nous sommes en travail d'analyse de rêve, la problématique est bien sûr montrée du doigt, mais la solution est aussi là. Bien sûr, il y a la solution. Alors, suivant l'analyste et suivant la méthode qu'il emploie, certains analystes ne voient pas la solution, puisqu'ils ne sont pas forcément analystes, ils sont peut-être psychanalystes ou autres, et donc c'est eux qui vont se sentir obligés d'apporter la solution, alors qu'elle figure dans le rêve. Ils vont se substituer au soi. Celui qui amène la solution, le vrai thérapeute, c'est le soi. C'est le soi. Et je veux dire, il n'y a pas à en discuter, quoi. Après, on peut prendre l'ascendant sur le soi, mais on va tout faire foirer. Quel dommage. Quel dommage. Alors, je me suis laissé dire que si on arrivait au sommeil paradoxal, c'est-à-dire après le sommeil réparateur, du coup, tout le monde rêve. Et pour autant, il y a des gens qui disent qu'ils ne rêvent pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne s'en souviennent pas ou... Alors, voilà, c'est parce qu'ils ne s'en souviennent pas, très souvent. Il y a aussi certaines personnes qui sont obligées de prendre des substances, je dirais, pour dormir, etc. Tu vois ce que je veux dire, quoi, oui. Et ça, c'est vrai que bon, ça a tendance à polluer un peu le truc et à couper le lien de l'inconscient, quoi. Mais à partir du moment où un travail est entamé, c'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un au téléphone, je crois qu'il est là ce soir en plus, il me semble que je l'ai vu. Donc, moi, je ne suis pas inquiet dans la mesure où souvent, c'est vraiment la phrase classique. Je veux bien tenter une analyse, mais je ne rêve pas. Et moi, je dis, on va prendre rendez-vous pour le. En général, je place le rendez-vous au moins une semaine après ou dans 15 jours, le temps au rêve d'arriver. Et c'est tout le temps. C'est tout le temps, systématiquement, la personne arrive. Ah, mais je ne rêvais plus, puis là, j'en ai 3. J'en ai 3 rêves. Alors, moi, je leur dis, bon, si tu ne rêves pas, bon, on va regarder la montre, mais bon, on va analyser. S'ils sont courts, on va analyser les 3. Hein. Et donc, je prends mon temps. Et effectivement, c'est très intéressant. Donc, à partir du moment où on a un travail, le rêve, c'est un canal de l'inconscient. Donc, si l'inconscient, il sait que le moi a pris rendez-vous pour aller à la séance, il va fournir. Et suivant la qualité de l'analyse ou suivant la qualité de réception du moi, pas la qualité de réception, mais si le moi est prêt à entendre ce que dit le rêve, c'est une analyse super qui débute. Et après, on n'a qu'à se laisser porter, quoi. C'est très intéressant. Du coup, de la même façon que tu disais tout à l'heure que un analyste de rêve, il faut qu'il se tienne au courant de l'actualité parce que on peut rêver pas en commun, mais de la version collective de notre humanité. Et du coup, je me demandais, est-ce que l'analyste, il ne faut pas qu'il soit de la même culture? J'entends par là, par exemple, que quelqu'un qui serait allemand, mais qui parle bien français, voudrait s'installer sur Bordeaux, il n'a pas la culture du pays. Ouais. Alors après, tu vois, là, on reste quand même dans des cultures voisines, entre parenthèses, nous sommes des Occidentaux. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, on peut aller plus loin. Alors, si par exemple, moi, j'ai eu pas mal de copains africains dans la musique, et effectivement, si un copain percussionniste africain arrive et qu'il a fait un rêve, etc., on peut tout à fait, on peut tenter le coup. Et moi, de toute façon, je poserai des questions sur ces associations. C'est-à-dire que s'il rêve d'un griot, s'il rêve d'un esprit lié à sa culture, on va y arriver de toute façon. On va pas avoir de problème. Mais c'est quand même mieux, effectivement.
je dirais que l'analyse de rêve est quand même une méthode qui a été mise au point par un Suisse, à savoir Carl Gustav Jung, qui était bien occidental. Alors bon, voilà, l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais voilà quoi, je veux dire, un chaman amazonien va être plus à même de régler des problèmes avec les populations locales, parce que quand un Indien de la forêt a un problème, lui, cet Indien, il va arriver, s'il n'est pas trop pollué par la civilisation occidentale, il va arriver avec une névrose et une seule. Alors que nous, quand on déboule là-bas et qu'on prend l'ayahuasca, les portes s'ouvrent et des névroses, on en a 20, quoi. Et c'est pour ça que c'est compliqué, quoi. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui en ont pris. Moi j'ai une amie qui en a pris là-bas et ça a été compliqué, quoi. Donc, voilà, c'est effectivement, moi je dirais que c'est une méthode occidentale et moi je suis analyste de rêve, je ne suis pas chaman, je suis pas prêtre vaudou, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, je m'adresse aux gens qui vivent dans ma bulle sociétale, quoi. Je m'adresse à tout le monde et voilà, quoi. Je m'adresse aux gens de Bordeaux, aux gens en France, puisqu'on peut faire les analyses par écran interposé, ça fonctionne aussi. Donc voilà, c'est quand même plus. Effectivement, on va avoir des symboles communs quand une personne dans ses rêves va rêver. Ça m'est arrivé, pour parler du soi, j'ai eu un jour analysé un rêve d'une personne rêvé pardon, de Vladimir Poutine. Alors, effectivement, Vladimir, très intéressant, quoi. On a tous un avis sur Vladimir Poutine, hein. Il y en a qui disent oh, c'est un dictateur, c'est un enfoiré. Il y en a qui disent ah, ben, c'est un super mec, son peuple, il y a 80% d'opinion favorable en Russie. Bon, moi, je ne suis pas russe, je ne vis pas en Russie. J'ai des copains qui y vivent, qui pourraient beaucoup mieux en parler que moi. Donc, ben, moi, je ne parle pas. Par contre, j'ai mené mon analyse de manière suivante. J'ai dit ben, Vladimir Poutine, parle-moi de Vladimir Poutine. Donc, je n'ai rien inclus, je n'ai en rien influé, si tu veux, dans mon questionnement je n'ai pas donné mon avis. Et la personne, pour cette personne-là, Vladimir Poutine était quelqu'un de très positif et de fantastique. Et donc, il s'est avéré qu'au fur et à mesure du rêve, en travaillant toutes les scènes et toutes les possibilités, toutes les associations de ce rêve, ben, il s'avère que pour cette personne, Vladimir Poutine était une image du soi. Ben, ça peut paraître déroutant, mais c'est un rêve qui était fait pour cette personne. Donc, moi, j'ai eu une abeille ou j'ai eu autre chose. Et ben, cette personne-là, le soi, c'était Vladimir Poutine. Voilà. Et peut-être que dans un autre rêve, si j'avais fait analyser un rêve 2 heures après d'un autre rêveur ou d'une rêveuse qui voyait Vladimir Poutine comme quelqu'un de très dur, de très machin, ben, ça n'aurait pas été le même symbole. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Vladimir Poutine, pour ce rêve-là et pour cette personne-là, c'était le soi. Voilà. Et moi, je m'incline. C'est tout. Alors, la question que je me pose, moi, il paraît qu'il y a des gens qui rêvent en noir et blanc. Bon, peut-être, oui, pourquoi pas. Ouais. Après, il faut voir le contenu des rêves. Il faudrait voir un petit peu ce que les personnes traversent pendant ces périodes. Et moi, je n'ai pas vu ça, moi. Je n'ai pas été confronté à ça, donc c'est sûrement vrai, mais moi, j'ai pas. Non. J'ai vu ça sur Internet. Ben, pourquoi pas, ouais. J'avais noté un truc quand même. C'est que quand je me suis séparé de ma femme il y a 3 ans, Oui. j'avais pas une très bonne image d'elle. Et du coup, il m'arrivait de rêver d'elle où elle était dans mon rêve, elle était tout le temps habillée en noir. Et ça me questionnait. À chaque fois, je me disais, bah, tu vois. Alors après, voilà, comment s'est passée la séparation. Enfin, là, si tu veux, pour vraiment décrypter le message, on est bien obligé de rentrer dans les choses intimes. Oui, bah écoute, je peux en parler. Quelles sont, voilà, avec chacun son fusil, et puis on fait attention à l'autre. D'accord, donc ça s'est passé un peu de manière pas. De manière où on fait attention à l'autre. On fait attention. Quand tu dis on fait attention, on se méfie ou on fait attention à l'autre dans un mouvement plutôt de bienveillance. J'ai du mal. Je dirais presque les deux dans mon cas, en tout cas. D'accord, ok. Oui, c'était je t'aime, moi non plus, et puis c'est fini, quoi. C'est ça. Voilà. Après, voilà, la couleur noire pour toi, c'est quoi? Ça représente quoi, la couleur noire? Tu m'as dit qu'elle avait une robe noire. Je dirais que la seule représentation imaginaire que j'ai dans l'esprit,
c'est mon arrière-grand-mère que je voyais, que j'ai connue jusqu'à l'âge de peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça. Elle était habillée en noir en permanence. Elle piquait quand je lui faisais la bise et je ne voulais pas lui faire la bise. Donc, c'était une mémé de village, on va dire, c'est ça? Ouais. Ouais, bon. Oui, ben oui, alors il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être ce que, justement, dans le rêve, si on avait été en, tu vois, bon, là, on est un petit peu en séance. Qu'est-ce qu'elle exprimait, cette grand-mère aussi, pour toi, enfant? Ah, ben le dégoût. Voilà, donc Elle avait une canne en plus et puis elle nous tapait dessus. donc elle avait un animus bien de compétition, quoi. Ouais, mais c'est ça. Alors, ça peut représenter plein de choses, tu vois, le rêve. Ce qui peut venir à l'esprit de suite, c'est une robe de deuil aussi. C'est-à-dire, c'est la fin d'une situation. Oui, voilà, c'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là, comment tu étais toi aussi par rapport à, tu vois, ça c'est le côté objectif du rêve. Là, on parle de choses vraiment très terre à terre et très basiques. Maintenant, si on rentre dans le côté subjectif, où en étais-tu à cette période avec ton féminin intérieur, avec ton anima? Alors là, Voilà, tu vois, est-ce que, voilà, le rêve peut être interprété des deux manières et peut-être que les deux manières, les deux thèmes sont justes, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, là, il aurait fallu qu'on se voit à l'époque quand tu étais encore dans le jus bah oui, bien sûr. du divorce, etc., tu vois. Mais un divorce, c'est une séparation et c'est vrai que là, je m'autoriserai à te poser la question, donc, quel est ton avis? Enfin, est-ce que tu auras fait ta vie? Maintenant, quelle est ta relation aux femmes? Comment ça se passe? Tu vois, voilà, c'est des choses vraiment très personnelles, quoi. Ouais. Pour Bah, du un- coup, ça sera en seconde séance. Voilà, exactement, tout à fait. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. On est obligé de vraiment d'aller voir. C'est quelque chose qui va très en profondeur, donc on ne peut pas faire ça de manière superficielle, quoi. On est obligé de le Ouais, faire vraiment. Il faut oser se livrer parce que c'est la règle du jeu, entre parenthèses, quoi. Et c'est profond. Ça questionne beaucoup, si tu veux. Donc, et ça questionne des choses très personnelles, donc c'est pas toujours évident. Voilà. Ça, c'est un rêve profond, hein, que tu as fait là, c'est un rêve. Voilà. Donc, on verra ça plus tard, ça marche. en off, sans aucun Bon, problème. alors, qui parmi les personnes qui sont présentes voudrait prendre la parole? Il suffit de réactiver Alors, son… Ah, je ne très sais pas bien. si on m'entend. Oui? Voilà, donc je me permets d'intervenir. Je voulais savoir si dans l'interprétation des rêves, on devait enfin, généralement, enfin, en tout cas pour ma part, les rêves ne se suivent jamais d'un jour sur l'autre. Il n'y a généralement aucun rapport. Ou tout du moins, je n'en trouve pas. Et Hmm. est-ce que il ne faut pas les interpréter selon les jours de la semaine? C'est-à-dire que tous les rêves du lundi peuvent éventuellement se suivre ou s'analyser Mhm. mieux. Alors oui, je vois ce que vous voulez dire. Moi, en général, les suites de rêves, si vraiment vous rêvez beaucoup, je dirais pour arrêter le flot de rêves, il faudrait peut-être effectivement tenter une analyse, puisque là, à partir du moment où un rêve, un sujet est abordé, ce rêve, si le sujet est travaillé, on va passer à autre chose. L'inconscient aura tendance à passer à autre chose. Maintenant, quand moi dans ma pratique, euh, ce que je préconise, c'est ce que je disais tout à l'heure en off. Moi, j'évite de faire une analyse par semaine ou une analyse. Moi, j'aime bien faire une analyse par mois. Ça suffit amplement, quoi. Parce que ce sont des rêves importants qui vont arriver. Et parfois, il faut laisser le temps à la personne, au moi, à la partie consciente, de digérer la séance. Parce que c'est des séances qui parfois peuvent vraiment remuer, quoi. Et c'est une méthode qui se fait sur la durée. Moi, je préfère dire aux gens, écoute, sauf si ça ne va pas, si vraiment il y a une grosse problématique, si on n'est pas bien dans sa vie, s'il y a urgence, comme on dit, à ce moment-là, c'est peut-être pas un analyste de rêve qu'il faut aller voir, c'est peut-être un psychiatre ou un psychologue, quand il y a vraiment urgence, hein, qui va aider avec comment dire, la canne des médicaments, etc., qui sont juste une canne, hein. Je suis pas, en général, le problème, c'est que les médicaments ont tendance même à arrêter le flot des rêves. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, j'ai des amis psychiatres également et tout ça, des amis psychologues. Donc, je ne prends pas spécialement leur défense, mais je ne les attaquerai pas non plus parce que quand il y a urgence, il faut un médecin urgentiste, quoi.
Maintenant, quand il y a, si on a des rêves vraiment tout, moi j'ai pas fait gaffe les rêves le lundi, le mardi, ça, honnêtement, voilà, moi la question s'est pas posée. Très souvent, les gens arrivent, ils ont, si on fait une analyse par mois ou une tous les 15 jours, les gens arrivent avec trois rêves. En début d'analyse, les rêves sont en général courts et simples. Donc, quand la personne arrive à en a trois, qui sont courts et simples, on les fait. Moi, je prends, j'ai pas la main sur la montre et je dis, ah, oui, une séance, c'est 1 heure et demie. Normalement, non, non. Si on met 2 heures et demie, si la personne a le temps, on va prendre 2 heures et demie, on va boire un café, et puis on va prendre le temps, on va le faire, hein. Et en général, les rêves, pardon, comme ça, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont comment dire, ils ont un sens commun, quoi. Même des rêves qui sont faits à des jours différents, mais quand la personne arrive en séance et me dit, tiens, j'ai fait un rêve le lundi 14, le vendredi 21 et le machin, des rêves, ou dans la même semaine, ou dans la période de 15 jours, il y a un rêve, il y en a deux qui sont proches de 2 jours, et l'autre, ils sont courts, on va les travailler, il y a une suite logique. Il y a toujours moi, je dirais que c'est la séance qui va déterminer. Très souvent, moi, c'est ce que je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai. C'est la séance qui va déterminer un peu le sujet. C'est-à-dire que les rêves vont amener un sujet sur la table, qui est un sujet important que le rêveur doit travailler. Et ça, c'est le choix du soi. C'est pas mon choix à moi. On va s'apercevoir que ah, ben, c'est marrant, tiens, en travaillant ses rêves, ah ben oui, il y a une suite. Voilà. Mais après, bon, des gens qui font les rêves toutes les semaines et tout ça, il faut se reposer un peu la nuit aussi, quelque part, j'aurais tendance à dire. Donc, voilà. Oui, mais on ne contrôle pas forcément tout, hein. Bon, Oui, après, il y a des périodes de alors, creux, mais absolument. Alors, justement, si justement, il y a énormément de rêves, est-ce qu'ils sont complexes, vos rêves? Est-ce qu'ils sont longs? Est-ce qu'ils sont. un peu, ouais. Enfin, complexe, je sais pas, mais effectivement, il y a au moins 2 ou 3 histoires dans le truc, quoi. Je veux dire, denses, voilà, ils sont denses. Bah, c'est Mm. peut-être, vous pourriez peut-être essayer d'en analyser un, d'en faire analyser un, ouais. Et de voir un petit peu si, effectivement, si la nature des rêves vont changer. Est-ce que vous êtes en travail avec un autre thérapeute ou dans un autre domaine d'aide? Non, mais je suis en travail spirituel, on va dire. D'accord, ok, très bien. Bah, écoutez, ça peut avoir, oui, un travail spirituel. Bah, peut-être que le soi vous dit, est en train de taper à la porte et dit, oh, ce serait bien d'aller faire. Donc, vous pouvez essayer toujours de faire une analyse, hein, ça ne porte pas, voilà, Ok, avec moi ou un autre, mais prenez quelqu'un de sérieux et vous pouvez sans entamer un travail, on peut très bien analyser un rêve, hein, tout à fait. Et puis après, c'est avec l'expérience, ça vous convient ou pas. Et puis voilà, trouvez votre analyste qui vous convient. Et, voilà. Mais je pense que si vous rêvez beaucoup, tentez le coup. Ouais. bon, ça marche. Merci. De rien. D'autres questions? Bonsoir. Merci pour Bonsoir. cette conférence. J'ai trouvé ça super intéressant. Et votre fille a bien choisi son papa. Ah, ça. Alors, moi, je voulais raconter, alors ce ne sera pas forcément hyper intéressant, mais là, il y a 3 jours, j'ai fait un rêve qui est redondant. À chaque fois, la trame est similaire, mais le rêve en lui-même est très différent. Mais cette fois-ci, il était plus détaillé. Donc, à chaque fois, la trame est vraiment, l'histoire est la même. Donc, en gros, je le fais vite. Je traverse un village que je ne connais pas et je suis avec des amis IES, des amis proches. Je ne sais pas lesquels, elles ne sont pas véritables, mais ce sont des amis proches. Et de fil en aiguille, on se retrouve dans un souterrain. Et dans ce souterrain, on tombe face à une immense pyramide. Et, et là, devant cette pyramide, il y a une foule d'abrutis qui sont devant cette pyramide, qui sont tout contents d'avoir vu, observé cette pyramide. Et moi, plus loin, je découvre un immense panneau plein de symboles assez complexes. J'aurais voulu m'en rappeler, mais je ne me rappelle que du triangle. Mais les symboles étaient très complexes et gravés dans la pierre. Et j'y guide mes amis pour leur montrer que c'est hyper important et elles ne comprennent rien. Elles n'entravent pas. Et voilà. Et après, j'ai l'impression que le rêve se poursuit, mais je ne m'en rappelle pas. D'accord. Est-ce que je peux vous questionner sur quelques symboles? Je dirais un village, une ville que vous ne connaissez pas.
tout a été dit quand même. Les amis IES, très bien. La ville que vous ne connaissez pas, ça vous évoque quelque chose, justement? Ça, c'est un village? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça ressemblait à un village en Suisse, mais je n'ai pas de lien affectif avec. D'accord. Vous avez été en Suisse? Vous avez des noms? En vacances ou... Non, j'ai écrit un livre sur qui se passait en Suisse il y a longtemps. C'est tout. D'accord, Mais ok. voilà. Ok, écrire un livre sur la Suisse. C'est quoi, c'est un roman ou... C'était un roman, oui. Ça se D'accord, passait là-bas. d'accord. Et c'était quoi le sujet du roman, si je puis me permettre? Ah non, d'abord, un, c'est vieux, et Ouais, deux, c'était une société de communication qui m'avait payé pour mettre en valeur en fait l'histoire d'un village. d'accord. Et donc j'avais écrit un polar sur ce village. D'accord, ok, ok, entendu. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de symboles collectifs. Vous avez des amis IES dedans, la foule d'abrutis, la pyramide. Parlez-moi de la pyramide. Voilà, imaginez que je ne sois pas de la planète Terre. Expliquez-moi votre version de la pyramide. Euh, ouais, pour moi, c'est un symbole à peu près. Ça symbolise la bêtise des gens qui se mettent à adorer l'équivalent du phallus doré de tout à l'heure dont vous parliez. Bien sûr, ok. Je l'avais noté dans ce sens parce que quand vous avez formulé une foule d'abrutis Mm. ouais. Après, je suis obligé de vous poser la question, mais vous traversez quoi en ce moment dans votre vie, aussi dans le travail, dans votre vie sociale ou privée même? Parce que ça a sûrement un lien. J'ai changé de domicile. Voilà. D'accord. Vous êtes bien à votre nouveau domicile? Ouais, hyper bien. D'accord. Et avant, vous étiez moins bien dans l'ancien domicile? Moins bien. Moins bien, d'accord. C'était en ville, l'ancien domicile? Tout est en ville. Tout était en ville. Et là, vous êtes encore en ville ou vous avez pris un Oui, peu... oui, oui. Ok. Oui. Ouais, ben cette pyramide, c'est ça, c'est quelque chose de... là, on n'est pas dans le phallus de Jung, hein, mais la pyramide, voilà, vous entendez, imbécile, etc. Tout le monde en a... Voilà, est-ce que vous êtes touché par, je sais pas, enfin, comment s'est passé votre confinement? Qu'est-ce que vous pensez de la période actuelle? Enfin, voilà, il y a plein de choses. Vous êtes touché par quoi en ce moment, quoi? Parce que ça a forcément un lien avec ça. Bonjour, beaucoup de monde. Il y a du collectif là-dedans. Mhm. Et le fait que vous, comment dire, dans le rêve, vous êtes la seule à vous apercevoir, c'est ça, Mm. voilà. Ça c'est une prise de conscience. C'est-à-dire que vous avez pigé deux, trois trucs que les autres n'ont pas pigé. Après, c'est peut-être en lien avec mon travail, parce que je travaille sur justement le masculin et le féminin. Bon. Et les abrutis en bas de la pyramide, c'est plutôt des hommes. Oui, Ah ben voilà. Voilà. Ça, je ne l'avais pas dit. non, mais ouais, bon, après, c'était dit, parce que des abrutis, bon, en général, les abrutis, c'est des hommes. Ben, c'est ça, quoi. Oui, tout à fait. Puis, la pyramide, on n'est pas dans le symbole phallique, mais bon, c'est un truc, l'économie est pyramidale, notre système sociétal est pyramidal, donc on connaît le truc, quoi. C'est le pharaon, c'est le dieu tout-puissant, c'est l'inflation du moi, la pyramide, masculin, Mm. qui vous est montré, quoi. Moi, je vous dirais, enfin, est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. Après, il me reste ces bons sons de symboles là, mais j'aurais dû les noter tout de suite. Mais bon. Après, si vous pouvez pas, si les symboles, vous n'avez pas pu les noter, ils n'étaient pas très clairs, c'est pas ça c'est pas ce qui est. Moi, je dirais à la limite, ces symboles, le fait que vous n'ayez pas pu les noter, ça va peut-être pouvoir dire aussi, euh, c'est pas la peine de se prendre la tête sur des détails, entre parenthèses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par contre, vous avez des amis IES que vous ne connaissez Mm. pas. Et ça, ce sont des alliés. Ce sont des alliés, ce sont des femmes en plus. Donc, ça montre que la situation, il y a un point de vue féminin. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous descendez. Au début, on est sur la place d'un village et vous descendez dans un souterrain ou dans une Mm. cave. Voilà. Donc, en général, ce phénomène de descente, ça veut dire qu'on va au fond des choses. Et là on va dans l'inconscient. Très souvent Mm. dans les rêves, si vous voulez, le fait de descendre, parce que là, vous allez voir une pyramide sous terre. Oui, c'est pas banal. Donc, ça veut dire que dans votre inconscient, effectivement, il y a ça. Dans votre inconscient, il y a ce spectacle-là d'abrutis comment dire, qui sont en adoration devant une pyramide. Alors,
dans votre vie, comment ça s'est passé à l'époque, dans votre vie de couple, dans votre vie aussi. Voilà, ça peut être lié à ça aussi, quoi. Parce que ça parle de la situation actuelle, mais bon, une pyramide, c'est une vieille chose aussi. On est d'accord, une pyramide, c'est un vieux symbole. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant voilà. Moi, je dirais, c'est une question, vous n'êtes pas du tout obligé d'y répondre, mais voilà, c'est vraiment une indication pour vous, pour votre rêve. Et moi, je dirais, c'est marrant parce que ce vieux village, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où, justement, quand vous avez écrit ce roman sur la Suisse, etc., est-ce que déjà c'était dans l'air? Est-ce que, comment était votre vie de couple? Voilà, est-ce que c'est pas parti de cette période à peu près? Voilà, c'est une question, hein, c'est juste. C'était il y a longtemps, donc j'imagine. Vous voyez qu'il y a la dimension temporelle aussi qui peut rentrer en jeu. En général, quand dans un rêve, pour vous donner une image, par exemple, moi j'ai fait un de mes rêves à moi qui était un rêve où j'étais en train de faire une randonnée, tout ça, effectivement, et je rentre dans un refuge de montagne. Il y a une bibliothèque qui est ma bibliothèque, hein, qui est la même que celle que j'ai aujourd'hui. C'est un rêve que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Et en bas, il y avait le portrait de Giscard d'Estaing. Et une voix me disait, c'est dommage. Effectivement, je suis quelqu'un qui n'a pas fait d'études et Giscard d'Estaing, ça revient à ma période, j'ai 50 ans, je suis quinquagénaire, et ça revenait à une période de mon enfance, si vous voulez. Et donc, on a pu orienter la séance d'analyse sur cette période-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi à cette période? Vous voyez ce que je veux dire? Et on a fait un travail fantastique. Okay. Ben, merci, ça fait plein de pistes. Voilà, ce sont des pistes, et puis voilà, quoi. Réfléchissez à tout ça. Mais merci du partage. Merci. Rien. Si tout le monde est d'accord, on va rester là. Hein. On a fait une petite heure. Ouais. Après, vous voyez que c'est bon, il n'y a rien de miraculeux et en même temps, c'est quelque chose. Vous voyez pourquoi le cadre d'une séance intime, entre parenthèses, est nécessaire. Parce que, bien entendu, pour ces rêves-là, enfin pour tous les rêves, hein, je suis obligé d'être indiscret, je suis obligé de rentrer dans les choses. On ne peut pas analyser un rêve de manière superficielle, quoi. Donc, on est obligé. Après, ça dépend si c'est des rêves courts, mais les rêves, très souvent, nous parlent de choses très intimes, quoi. Donc, c'est délicat, quoi. Oui. Puis on voit que ça peut aller loin et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'analyser. Et puis aussi sur le fil du temps, hein, comme tu le proposes, de venir régulièrement. Bien entendu. D'essayer de se remémorer ses rêves, quoi. C'est le but de la séance, parce que quand on est dans une séance, effectivement, la personne va relire son rêve de manière à ce que nous, aussi bien moi que le rêveur ou la rêveuse, revive la chose. Et on se met dans l'énergie du rêve, quoi, complètement. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Alors, des fois, c'est pas simple. Quand ce sont des cauchemars, c'est compliqué. Mais bon, très souvent, les gens sont très surpris de. L'analyse du rêve, c'est qu'une proposition. Moi, je propose quelque chose, je dis, est-ce que ça vous parle? Alors, ça peut parler ou pas. Mais bon, en général, quand on touche la corde sensible, on s'en rend vite compte. Et quand on est dans le cadre d'une séance, bien sûr, on est là pour ça. On a aussi, même si on n'a pas vocation à être réellement. Ce n'est pas nous le thérapeute, mais c'est le rêve. Mais on se doit quand même d'avoir été formé pour avoir une qualité d'écoute, de ne pas juger. On peut partager les émotions. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'avoir analysé des rêves très touchants qui me faisaient monter des émotions. J'ai le droit. Voilà, je suis analyste, mais j'ai le droit. On a le droit de rire, on a le droit de pleurer aussi. Et très souvent, on est dans quelque chose de très sérieux, de très intime, quoi. Enfin, moi, j'ai vu vraiment j'ai vu des miracles s'opérer par ça, mais on ne plaisante pas, quoi. C'est pas quelque chose de superficiel, quoi. C'est quand on rentre dedans, on rentre dedans. Ouais. Bon, Patrice, il me reste à te remercier infiniment d'avoir accepté de participer au Zoom d'Hypatie. Merci, merci à vous. Je rappelle pour les spectateurs de YouTube que il n'y a rien de plus qui pourrait nous encourager que si vous activiez la petite cloche, l'abonnement ainsi que le pouce en l'air. Voilà, bon, ça rapporte beaucoup. Très bien. Du coup, je dis bonsoir à tout le monde. Merci à la technique, à tous les intervenants. Merci Patrice encore une fois. Merci à vous. Puis,
À bientôt, j'espère. À bientôt, à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.